I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Mercredi, wow, déjà mercredi. Et on est le 11 décembre. Donc, notre calvaire achève. Dans quelques jours, les journées vont se mettre à rallonger. La météo va être pas très sympathique. On a quand même 4 mois d'hiver facile et ça commence assez tough. Avez-vous hâte, vous autres, que le réchauffement climatique soit pour vrai? Ouais. Sérieux, je pense que tout le monde a hâte. À voir la température de la Pennsylvanie, c'est ça qu'il dit? Oui, ben c'est ce qu'on nous avait annoncé. C'est ce qu'on nous avait dit. Quoi que les gens de Pennsylvanie et du sud du New Jersey m'ont raconté il y a quelques années que on avait des jeunes chez nous de Philadelphie pour le tournoi Pee-Wee et on avait reçu les parents on avait reçu l'équipe au complet avec les parents chez nous pour un party pizza. Et une des choses qu'ils trouvaient dures, c'est qu'ils sont comme entre deux. Donc, ils aimaient l'hiver. Ils disaient, ouais, vous avez beaucoup de neige. On voyait pas à la maison quasiment. Vous avez beaucoup de neige, mais je pense qu'à prendre un ou l'autre, j'aime mieux ça qu'être entre deux, tu sais, où les journées grises, il mouille, il neige, il mouille, il neige. Tu sais, eux autres, on a chacun nos bébites, là. C'est ça qu'il faut conclure. Mais moi, je pense que les gens aiment l'hiver. Parce qu'on est capable de différencier les saisons, puis ça nous fait apprécier le printemps et ça nous fait apprécier l'été encore plus. Le seul problème de l'hiver, c'est qu'il est complexe. Il est compliqué en crise. Il est long. C'est la seule affaire. Mais vous avez vu, hein, il y a des gens qui... les gens sont-ils vraiment inquiets des changements climatiques? On leur dit d'être inquiets, mais dans le fond... Ils ne sont pas si inquiets que ça, parce que c'est le Devoir aujourd'hui qui dit... Ouais, parce que là, on a fait une étude, je pense que c'est l'Université Laval d'ailleurs. Si vous êtes en marketing à l'Université Laval, vous avez à faire une petite gang de peureux. Là. Je ne sais pas c'est quoi le lien entre le marketing, les cours universitaires, l'Université Laval et des études sur les changements climatiques. Je ne sais pas c'est quoi le lien, mais ils en font, OK? Donc, l'Université Laval a fait une étude avec les Québécois. Ouais, les Québécois sont très inquiets des changements climatiques. Ils ne sont pas inquiets pantoute, Chris. Les Québécois se sauvent en plein hiver. Ils prennent l'avion puis ils dépensent 1500 $ par personne pour se sauver de l'hiver. Ah oui. Donc, ils n'ont pas peur des changements climatiques. Ils le souhaitent. Ils ont peur parce que vous leur dites d'avoir peur. C'est parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air de gens pas gentils en disant « ben moi, ça fait mon affaire ». Donc, là, on leur pose des questions individuellement et c'est là où ils se fourrent. Parce que quand on lui pose la question, es-tu prêt à couper ton steak? Non. Es-tu prêt à couper ton fromage et tes produits laitiers? Non. Es-tu prêt à enlever ta voiture et prendre l'autobus? Non. Ben, vous ne pouvez pas me dire que les Québécois ont peur des changements climatiques. Les Québécois, ils ont zéro peur des changements climatiques. Hey, by the way, je veux saluer aujourd'hui parce que de plus en plus de gens le font et c'est très apprécié. De voir que les gens vont de plus en plus exposer la folie de la COVID. Parce que je sais qu'on a commencé le 20, aux alentours je pense que c'est le début mars, ou le 20 mars 2020 quand c'est arrivé cette affaire-là. Mais il y a comme des étapes qui nous rappellent la folie de ce qui s'est passé pendant ces 2 années et demie-là, comment on est devenu complètement cinglé. Et que les gens se servent des médias sociaux pour remettre des vidéos de Mario Dumont, de remettre des vidéos de la madame qui est en train de tripler l'épaisseur. Oui, la pharmacienne qui est en train de tripler l'épaisseur de son masque. Ah non, ça c'est incroyable. Ah non, ça, c'est des affaires terribles. Là. Mais es-tu d'accord avec moi que plus ça va aller, parce qu'on va toujours les voir, ces patentes-là, plus ça va aller, plus on va trouver ça weird, plus l'ensemble du monde va trouver ça weird. Bon, OK, c'est exactement vers où je m'en allais. La raison pourquoi c'est bon, nous, on n'a pas à être convaincus. OK, on le sait depuis mai 2020 que tout ça c'était un genre de... Il y avait une forme de complot, il y avait une forme d'histoire un peu exagérée et inventée. On le savait, là. OK, on était quoi, 800 000, 700 000? Au début, on ne savait pas trop, on nous a fait peur, on ne savait pas trop c'était quoi. Mais quelques mois plus tard, moi, déjà au printemps, moi, dans ma tête, c'était réglé. Là. Et on n'était pas très nombreux. Aujourd'hui, est-ce qu'on est plus nombreux? Probablement que oui. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde qui le disent que ça n'avait pas de bon sens qu'avant? Probablement que oui.
Mais la majorité des gens ne mettront pas que c'était complètement cave. La preuve, c'est qu'il y a eu un rapport qui a été sorti vendredi, qu'on vous a parlé sur la COVID qui a été fait aux États-Unis. Ah, c'est quelque chose de partisan, là. C'est quelque chose qui a été commandé par les républicains pour pas que ça arrive à nouveau, là. C'est très politique. C'est pas politique zéro, là. C'est pas politique zéro. Tout ce qu'il y a là-dedans est vrai. Tout ce qu'il y a là-dedans c'est vrai. Et je sais que le Québec veut pas confirmer ce qu'il y a dans le... D'ailleurs, hier, Québécois a été faire le tour de différents experts pour essayer de nous dire, ben non, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas bien vrai. Oh, franchement, là, que la COVID se soit leakée d'un laboratoire à Yuan. Oh, non. Moi, j'ai encore la thèse que ça vient d'un wet market. Come on. OK? Ça, cette histoire-là, ben voyons donc, c'est une patente de bebite qui s'en va de faire des câlins à l'autre, puis que là, s'en va avec ça, donne ça à un humain. Arrêtez ça, là. Le pangolin. Oui, l'histoire du pangolin. Ça, là, lisez la Bible, là. La Vierge Marie qui est tombée enceinte sans l'intervention d'un homme, là. Ben, c'est la même crise d'affaires, là. OK, on est dans la même folie, là. Mais je veux dire, contrairement, ça ne nous a pas pris 2000 ans à s'en rendre compte. Ça nous a pris probablement un mois et demi, 2 mois. OK, voyons, de quoi tu parles de Christ? La ville où c'est arrivé, le plus gros disease center pour analyser la patente, il est à Yuan. Chris, les chances sont quoi, là? Je veux dire, à partir de là, ça s'est arrivé dans une autre ville, probablement qu'on n'aurait même pas pensé à ça. Mais c'est arrivé dans la ville où il y a un laboratoire qui est mené par les Américains, les Chinois, un paquet de spécialistes dans le monde. Et c'est là que c'est arrivé. L'histoire du wet market, c'est une des histoires les plus sautées qu'il n'y a pas. Et après ça, ben, dans l'article d'hier, les experts, le docteur Weiss, de temps en temps qu'on pensait de notre bord, mais on pensait qu'il avait pété la gasquette. Et là, il est revenu, il est rentré dans les rangs. Parce que ces gens-là s'ennuient de parler à TV. Ces gens-là s'ennuient d'être cités dans les journaux. Donc, ils se disent, comment ça se fait qu'il ne m'a pas appelé pendant 3 mois de temps? Ah, c'est parce que la dernière fois que j'ai parlé, j'ai été à contrevent. Ils m'ont mis en pénitence. Ouais. Donc, il faut que je dise, c'est comme mes filles à l'école. Mes filles à l'école ont compris que si vous voulez avoir des bonnes notes dans plusieurs cours, on vous demande des affaires. Vous ne devez pas juste être bon dans la manière de le faire avec tout ce qu'on... Il faut dire les bonnes affaires. Et pas les affaires que vous pensez, mais les affaires que le prof veut que vous pensiez. C'est deux affaires différentes. Donc, mes filles ont compris ça, les vôtres aussi probablement. Bien, le docteur, il a compris ça aussi. C'est quoi qu'ils veulent entendre? Ah, ils veulent entendre que le rapport, il a été... le rapport, c'est exagéré, là. Tu sais, hey, franchement, les vaccins, t'es pas bon. Oh, ben oui, franchement, c'est les vaccins qui nous ont sortis de la COVID. C'est pas les vaccins qui nous ont sortis de la COVID. C'est le virus qui a vraiment été un gros virus, qu'on n'aurait jamais dû faire quoi que ce soit en passant. Et le virus comment est-ce qu'on appelle ça, là, quand il se multiplie, là, puis qu'il est en train de se... C'est la mutation. Exact. Il est en train de muter. Oui. Mais à chaque fois qu'il se mute, il devient de plus en plus cave. OK, il devient de plus en plus idiot. Comme si on clonait un humain. On prend un humain, on prend Elon Musk, on le clone. Son premier clone n'est pas pire. Il n'est pas Elon Musk, il n'inventera pas grand-chose. Son deuxième clone, il reste dans un appartement, il y a des bouteilles partout, il fume la cigarette, il game toute la journée. Ouais, OK, celui-là. En espérant, on va le cloner encore une 3e fois, voir. Oh, oui. Et là, le dernier, c'est un Mongol. Il se crosse la journée, il écoute YouPorn, il se rase la langue, il n'y a rien qui fait. Il n'y a rien qui fait pas. Le dernier pourrait être le PM du Canada. Le dernier, il est politicien. Oui, le dernier, c'est ça, c'est le PM du Canada. Il rentre en politique. Donc, exact. Il prend la place de Justin Trudeau parce qu'il se dit, j'ai une chance. Hein? Trudeau était là avant. Donc, il se rase, il fume des cigarettes, il pète partout, il joue, il game. Regarde, un esti de loser. OK, ça, imaginez-vous, c'est le clone d'une des personnes les plus intelligentes au monde. Bien, la COVID a fait la même chose. Le petit virus qui n'était pas Elon Musk en passant. Le virus, c'était un genre de... C'était pas fort la livre, là. OK? S'attaquait pas aux enfants, s'attaquait pas aux gens en forme, s'attaquait pas même aux plus vieux qui étaient en shape, s'attaquait juste aux plus faibles, comme à peu près la grippe fait toujours. Donc, c'était pas vraiment quelque chose de très dangereux à la base. Et là, ben, à force de se multiplier,
il est devenu de plus en plus le Elon Musk 3e génération. Un gars qui se crosse à longueur de journée devant YouPorn puis qui game. OK? Donc, il est faible. Ça n'a rien à voir avec le... Un des plus gros fails, c'est le vaccin. OK? On peut le dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde attendait le vaccin pour sortir de cette calice de folie-là. Tout le monde, même ceux qui ne le voulaient pas, disaient, ben, ça peut nous sortir de là, tant mieux. On sortir au plus crisse. On peut s'en sortir au plus crisse, tant mieux. Si, mais de reconnaître aujourd'hui que ce vaccin-là était un vaccin qui vous a été vendu comme étant un vaccin qui allait éliminer complètement le virus, qui allait vous protéger pour l'éternité et qui allait vous empêcher de l'avoir donc, et de le donner. Et c'est finalement, ça. Que 2 mois et demi après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de ça qui arrivait. Ben, c'est un fail, là. Je veux dire, tu t'en vas pas dans le journal. « Ah, je suis médecin. » Non, Chris. Je suis pas médecin, là. Mais, je veux dire, tu peux être médecin puis bullshiteux, là. Puis moi, je peux être pas médecin puis voir clair. Et j'ai pas besoin d'un médecin qui veut être dans le journal pour me dire que le crise de vaccin n'a pas marché, là. C'est un fail. C'est un big fail. Sans compter les effets secondaires pour plusieurs, dont, entre autres, les jeunes garçons. OK? Sans compter ça, là. Donc, sans compter aussi l'obligation de l'avoir. Sans compter le crise d'obligation de marde. Si tu dis le vaccin est disponible, si ça vous dit vous y allez, il y a des cliniques pour vous vacciner puis vous y allez. Puis si ça vous dit pas, vous y allez pas. C'est terminé. Mais là, il y avait une obligation. Il y avait une obligation avec des lois, mais tu comprends que le gars est en train de dire ça sur le vaccin pour justifier l'obligation. Voilà, fait ça. Parce que s'il n'y a pas d'obligation, s'ils ne se sont pas fait à jouer la game de tout ce qu'ils nous ont raconté, ces calices-là, puis qu'il n'y en a pas eu d'obligation, ils seraient beaucoup plus ouverts aujourd'hui à dire « Ouais, on doit admettre que le vaccin, finalement, ça a été un gros pétard mouillé. » Mais là, avec leur histoire d'obligation puis de mettre des gens... Mario Dumont a dit qu'il voulait mettre des gens à Gagnonville. Ben oui. Okay, il a dit on devrait prendre les non-vaccinés et aller les porter dans le nord du Québec. Ce calice-là, on va se rappeler de lui pour le reste de nos jours. Là. OK? Ben oui, tu as des applications avec le nombre de tes vaccins, la date, ton numéro d'assurance sociale, puis la patente, là, des carnets de vaccination avec des obligations de la... Christophe, si t'es pas vacciné, tu perds ta job. Là. Exact. Donc, je veux juste saluer les gens qui font ça parce qu'on a un devoir de mémoire. Et si on veut que ça arrive... Le but, c'est quoi le but? C'est quoi le but de l'étude qui a été commandée par les républicains dans laquelle il y a des démocrates? OK? C'était quoi le but? C'est qu'à la prochaine affaire de même, qu'on ne dérape pas comme ça. OK? Le but, c'est lui. Il y a eu un dérapage, on l'a échappé, et nous autres, on n'est pas rendus là dans notre tête. Moi, j'étais certain qu'on était rendus là. Je me disais, ouais, là, il y a un genre de petit silence alentour de ce qui est sorti jeudi. Ouais, OK. Ça, c'est peut-être une manière de reconnaître qu'ils sont mal à l'aise. Mais là, tranquillement, pas vite, ils commencent à se dégêner et ils sont toujours en train de raconter les mêmes affaires. Ils sont de retour avec les mêmes affaires. T'sais, tant qu'à moi, vous connaissez ma position. Pour moi, avec tout ce qui est arrivé, les morts, tout ce que vous avez enlevé comme droit, tout ce que vous avez fait vivre à nos enfants, pour moi, je le dis candidement, pour moi, le premier ministre du Québec devrait être en prison. OK, il devrait être en prison depuis 2 ans. Arruda devrait être en prison. Le ministre de la Santé devrait être en prison. Un paquet de fonctionnaires devrait être en prison. Il y a des policiers qui devraient perdre leur job et perdre leur pension pour ce qu'ils ont fait aux citoyens. Oui. Et il y a des gens de médias qui devraient être emprisonnés également. OK, ça c'est... Ah, Jeff, c'est un peu... Non. Non. Moi, je sais comment ça a été débile, cette affaire-là. Si vous n'êtes pas capable de voir ça, c'est que vous n'avez pas encore vu comment ça a été grave, ce qui est arrivé. Et de voir que des gens se servent des médias sociaux pour nous rappeler tout ce que... Parce que les gens oublient. Et nous, on sait, puis peut-être que notre gang a grossi un peu, mais la majorité sont rendus ailleurs. Et la majorité essaie de faire semblant que c'est pas arrivé. OK? Pour différentes raisons, parce qu'ils sont mal, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont fourrés, se sont gourés, se sont collissés le doigt dans l'œil. Puis, ils veulent pas le reconnaître. Mais d'autres sont vraiment stubborn. Ils sont vraiment tête de cochon. Ils veulent rien
rien savoir. Pour eux autres, tout ce qui est arrivé était correct. Et eux autres sont à la même place qu'en 2021-2022. Là. Donc là, pourquoi les gens mettent des affaires en ce moment? Je sais pourquoi les gens mettent des affaires. Ça a commencé en mars 2020, mais on dirait que la folie a commencé avec les fêtes. Oh, oui. C'est avec les fêtes. C'est avec Noël 2020. C'est le Noël 2021. Alors que le Noël 2021, quasiment tout le monde était vacciné. Et ils nous ont embarrés pareil dans la maison, les câlisses. Mais quand vous mettez des premières pages des journaux de ce moment-là, quand vous mettez des vidéos de Mario Dumont, quand vous mettez des vidéos de Richard Martineau qui essaie de se reprendre avec Adrien Pouliot, j'ai beaucoup de misère avec ça. J'ai beaucoup. Adrien est un bon gars. Adrien, c'est un ami. Adrien, ça n'a pas une once de méchanceté. Et c'est un gars qui a... Moi, je pensais que j'étais le gars le moins rancunier sur la Terre. Ben, je peux vous dire une chose, je pense que Adrien Pouliot me bat. Parce que moi, jamais j'irais jaser de COVID avec... Et que Richard Martineau commence à dire « Ouais, j'avoue... » Non. Il y en a que je vais prendre. La majorité, je vais les prendre. Martineau, c'est no fucking way. OK? Beaucoup de membres des médias, c'est no fucking way. La seule place que j'aurais aimé vous voir, vous autres, c'est en prison. Une genre de prison communautaire. Tu sais, tu lui fais couper du gazon, tu lui fais ramasser des parcs, tu lui fais déneiger des patinoires. Le soir, ils s'en vont dans ce genre de building-là où il y a une cafétéria avec de la bouffe assez so-so. Puis, ils se lèvent le matin, on débarre la porte, ils s'en vont travailler, ils vont donner un coup de main dans les hôpitaux, ils vont donner un coup de main à telle place où on a besoin. Un genre de condamnation communautaire sympathique. Mais le soir, ils couchent tous à la même place. Là. Puis on lui fait écouter LCN à partir de 7 heures après souper jusqu'à minuit le soir. Ils vont s'écouter. On va mettre des vieux tapes de LCN et de RDI en loop pour qu'ils s'écoutent puis qu'ils comprennent pourquoi ils sont en dedans. Tu sais, faire couper... Tu sais, nos autoroutes sont c'est dégueulasse. Nos autoroutes, là, ça paraît moins, c'est tout blanc. Mais au printemps, vous voyez comment ça sort. Les quenouilles écrasées, le chien dent, etc. Tu leur donnes des weed eaters? Ouais, des plans pour qu'ils se tuent. Mais tu leur donnes des weed eaters, des tracteurs, des tondeuses, le fais mettre ça propre au printemps. Tu les ramènes 2 mois après. Ouais, mais combien de temps ça va durer? Moi, je pense que ça peut durer un 4-5 ans. Pour tout ce qu'ils ont fait vivre au monde, tout ce qu'ils ont fait vivre à nos jeunes, tout ce qu'ils ont fait vivre aux gens qui voulaient exercer un droit fondamental qui est le droit d'exprimer leur choix ou non de prendre ou de faire telle chose. Cette gang de cinglés-là, il y en a... Ah, Jeff, t'es un peu extrême. Je suis zéro extrême. C'est eux autres qui étaient extrêmes. Donc, de ramener ça, ça fait juste... Ça se peut qu'on réussisse à convaincre des gens qui étaient dans la soupe COVID et qui, là, regardent la première page du Journal de Québec du 18 décembre 2020, puis ils regardent ça, puis ils disent « Ouais, j'avoue que c'était fou en Chris. J'avoue que c'était vraiment malade. » Oui, il avoue là, mais à l'époque, il avait peur. Là. Mais à l'époque, il avait très, très peur. Tandis qu'aujourd'hui, il ne faut pas que tu sois bien brave. Et le pire, c'est que tu n'as pas besoin d'être bien brave pour être dans la gang de ceux qui sont allumés et qui sont sur la coche. Mais encore là, il y en a qui ont peur de le faire, imagine-toi. Donc, je voulais juste saluer les gens dans leur manière de... C'est parce que c'est ça la force des médias sociaux. Ouais. C'est ça la force. C'est ça qui fait que il n'y a plus un média qui est en train de survivre. C'est que vous êtes vous-même, les médias. C'est vous qui décidez qu'est-ce que c'est la nouvelle. Les médias essaient de faire semblant que c'est plus une nouvelle. Les médias essaient de faire semblant qu'on est rendu ailleurs, qu'on a tourné la page, etc., etc. Mais vous autres, vous leur rappelez que dans votre tête, cette nouvelle-là n'est pas terminée. Donc, c'est une épreuve de force et c'est un match que vous êtes en train de gagner facilement. Je sens qu'au Québec, entre autres sur X, je ne suis pas très Facebook, je suis un peu TikTok, je suis un peu Reel, mais je ne suis pas très autre chose que X. Mais sur X, je vois une communauté de gens allumés qui est en train de se réveiller et qui est en train de réveiller beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et à chaque jour que cette gang-là fait des tweets de plus, s'exprime, présente la nouvelle un peu changée par rapport à comment vous les présentez dans les médias mourants. Et sérieusement, vous êtes en train de prendre le contrôle de la place. Parce que
de plus en plus de gens se rendent compte que vous êtes les gens les plus safe parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, hier, j'écoutais Lioness, la série sur Paramount de Taylor Sheridan. Et Lioness, la saison numéro 1 est excellente. La saison numéro 2, c'est du 10 étoiles. Là. Okay, c'est 10 sur 10. Et à un moment donné, Morgan Freeman, Taylor Sheridan, Taylor Sheridan, le gars de Yellowstone, c'est un gars de... On le voit dans la dernière saison de Yellowstone énormément. Il joue son propre rôle quasiment. Il est dans son ranch au Texas. Et c'est lui qui a manqué faire un striptease à Beth. Donc, mais ça, c'est Taylor Sheridan. C'est le scripteur, c'est le producteur. C'est lui le génie derrière Yellowstone et toutes les séries de même. Derrière Tulsa King, derrière The Mayor of Kingston, je ne sais pas trop quoi, j'oublie toujours le nom de la ville. Et c'est lui aussi derrière Lioness. Et il passe des messages, OK? Et hier, dans l'épisode que je suis, l'épisode numéro 6, Morgan Freeman parle avec, tu sais, le gars qui n'a pas de cheveux, là, qui était dans House of Cards, là, qui était le gars qui manigançait les patentes avec le président. Là. Il était écœurant, lui. Il était écœurant. Il faisait du sport. Lui, il était écœurant. Et dans cette série-là, il y a une grosse job à Maison-Blanche encore. Il est comme le genre d'opérateur de toutes les histoires un peu compliquées. Puis il est directement relié au ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, c'est Morgan Freeman. Et à un moment donné, Morgan Freeman arrive chez eux et il lui dit, concernant les médias, parce qu'il est en train d'écouter Face the Nation à la TV, puis il dit, tu sais que tu sais qu'ils sont en train de disparaître complètement. Puis il dit, la raison pourquoi ils sont en train de disparaître complètement, c'est qu'au lieu de nous présenter les nouvelles, ils nous ont dit quoi penser de la nouvelle. C'est ça. J'ai trouvé ça génial. C'est vrai. Il dit, ils ont arrêté de faire des nouvelles parce qu'ils nous ont dit comment, au lieu de nous donner la nouvelle, c'est ça. Ils ont regardé la nouvelle puis nous ont expliqué comment on devait comprendre la nouvelle. C'est vrai. Et ça a été pendant des années et des années, quelques décennies en fait, que c'est comme ça. Il y en avait quelques-uns qui se levaient, qui disaient « Hey, cette gang-là, c'est des crosseurs ». Personne ne nous croyait vraiment. Moi, j'ai été... il y a plusieurs qui trouvaient que j'avais un peu une maladie mentale avec l'histoire des médias et des journalistes. Mais quand est arrivé la COVID, beaucoup de monde m'ont dit « OK, on a compris ce que tu as dit ». Auparavant, on ne le voyait pas, on ne le sentait pas. On trouvait que tu avais une genre de fixation un peu bizarre. Mais là, on a compris. Et là, de plus en plus de gens comprennent. Et les médias sociaux nous permettent de voir la différence entre la vérité et ce qu'on veut vous montrer comme vérité. Et c'est le monde ordinaire qui est en train de sauver la démocratie. C'est le monde ordinaire qui est en train de sauver comment on doit voir les choses, comme elles sont, etc., etc. Et ça se passe par du monde comme vous autres. Comme les pirates, comme les gens qui ont des petits drapeaux, comme ceux qui en ont pas, mais qui s'expriment, puis qui montrent la nouvelle d'une certaine manière. Juste de mettre des premières pages des journaux de cette époque-là, ou de mettre des vidéos de Mario Dumont ou de d'autres fous comme ça, qui vous ont essayé de vous enlever, de vous stripper de tous vos droits, eh bien, ça, là, ce que vous faites, là, c'est priceless, OK? C'est pas Facebook qui est en train de démolir et de tuer les médias traditionnels. C'est pas Google qui est en train de le faire. C'est pas... non, ceux qui sont en train... Et même, dans une certaine mesure, X n'a rien à voir là-dedans. Parce que si les gens ne sont pas sur X, X n'existe pas. Donc, c'est le monde qui est en train de révolutionner la manière qu'on voit les choses. Puis, je vais vous donner un exemple de ça. Hier, je vous ai parlé de Luigi Mangione. Ouais. Il y a un gros happening sur Luigi Mangione. C'est devenu... En l'espace de quelques jours, ce gars-là est devenu un méga héros. OK. Très triste, d'une certaine manière, parce que je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Mais c'est que dans son manifeste qu'il a laissé, que certains ont pu mettre la main dessus, je ne sais pas par quel moyen, il exprime quelque chose que les Américains ou que les gens du monde sont capables d'être reliés à. OK? Donc, c'est-à-dire de voir des compagnies qui font tout pour faire des profits, puis des choses essentielles. Qu'une compagnie fasse... vous fasse du sucre à la crème, puis que finalement, vous pensez que vous avez payé votre sucre à la crème une pièce de plus le morceau, que j'ai dû le payer, c'est une chose.
Mais quand on parle d'assurance santé, il y a un problème avec l'assurance santé. Et nous, on ne peut pas connaître ça. OK? Nous, on ne peut pas connaître ça parce qu'on a une assurance publique universelle pour tout le monde. Mais quand vous êtes aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, il y en a qui ont des assurances, il y en a qui n'en ont pas, mais la majorité ont des assurances qui sont achetées par eux-mêmes avec des compagnies. United Health, de ce que je comprends, c'est une des plus grosses compagnies au monde, de ce que je peux voir en capitalisation boursière. En tout cas, c'est ce que lui indique dans son manifeste. Puis, je n'ai pas vérifié, mais il dit que c'est une des compagnies qui vaut le plus. C'est une méga grosse compagnie. Pas connue autant qu'Apple, pas connue autant que Tesla, pas connue autant que toutes les compagnies qu'on vous nomme de ce temps-là, Nvidia, etc. Mais quand on regarde, je ne sais pas si tu es en train de checker ça, Jerry, il semblerait que United Health est une des grosses compagnies qui a une grosse capitalisation boursière. Puis, lui, il s'est attaqué à ça. Et en l'espace de quelques heures, le gars est devenu comme un genre de héros. Et moi, je suis un peu déchiré là-dessus parce que il n'y a rien qui gère par je vais régler mon cas, j'analyse mon dossier de cette manière-là, puis vois-tu, pour solutionner le problème, je vais aller tuer le CIO en avant d'un hôtel. Tu règles absolument rien de cette manière-là. Absolument rien. J'y crois. La manière, j'y crois zéro. Mais lui, il dit, moi, je suis en mission pour réveiller le monde. Et il faut que tu fasses un geste assez wild pour que le monde réalise ce qui se passe. Mais là, on a affaire à quelqu'un qui est peut-être un peu mêlé, là. OK? Donc, c'est là où je suis déchiré. C'est un gars qui a des problèmes de dos. Ces problèmes de dos provoquent un problème de bandage. Donc, il y a de la misère à avoir une relation sérieuse avec une fille, même si c'est un beau gars et intelligent. S'en va en retraite du côté de Hawaï, gars sympathique, etc., etc. Mais le gars commence à... Pour son anxiété, son problème de dos, sa douleur, etc., commence à prendre des champignons, commence à prendre des affaires qui sont complètement wild. Et le gars se retire de plus en plus, puis il est de plus en plus isolé. Donc, mais il est toujours extrêmement intelligent, vous comprenez? C'est une intelligence supérieure, ce gars-là. Là. Et là, lui, il commence à voir des affaires dans sa tête. Il prend de plus en plus de champignons hallucinogène. J'écoutais son coloc à Hawaï. Il dit, il est passé d'un gars qu'on connaissait à un gars qu'on connaissait plus. Là. OK? Donc, c'est ça que ça fait. Donc, il est devenu désillusionné un peu, puis il est devenu... Il n'avait plus de contact avec la réalité. Il a fini ça de cette manière-là. Donc, puis moi, je ne fais pas partie de ceux... Il faut emprisonner les gens. Il faut emprisonner... Il y a des gens qui méritent de mourir. Si vous avez tué 2 enfants... de sang-froid pour telle ou telle raison. Moi, regarde, j'ai aucun problème à voir le tueur se faire électrocuter ou se faire pendre, ou peu importe la manière, se faire droguer pour qu'il quitte comme il a fait avec les enfants. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on peut régler un méga problème. Peu importe si c'est un méga problème qui touche beaucoup de monde en éliminant les gens. Moi, je veux qu'on amène les gens, qu'on amène les gens devant une cour, qu'on les amène devant nous, qu'on leur dise ce qui ne va pas, puis qu'après ça, une fois qu'on a décidé que ce qu'ils ont fait, c'est mal, ou c'est bien, ou c'est pas bien, ou c'est terrible, etc., bien, on décidera. Et si on décide que c'est mal, bien, on les met en prison. On les met en prison. Ces gens-là méritent d'être en prison. Ils ont à souffrir, puis c'est un exemple qu'on envoie. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça. Sérieux, je ne sais pas. Je sais pas, mais de voir qu'il y a un genre de culte qui est en train de se former alentour de ce gars-là qui semble un héros, surtout pour la gauche, je veux le dire. Mais beaucoup de gens de droite aussi que je suis sur X qui voient en lui quelqu'un qui a fait un geste noble. Il y a quelque chose de vraiment wild là-dedans. Vraiment wild. Okay, voilà pour la liberté d'aujourd'hui. On va lever le son de micro un peu pour qu'on m'entende. Hey, ouais, mais plus de full liberté, on va te dire, c'est pas mal de stock aujourd'hui. Une grosse heure et demie de liberté pour les gens qui sont en prime. On a la boîte de boursicotage à Jerry qui est next. On a également Yann et Frank. Et on a le retour au Québec de Joe Hamel.
100% Pirate. pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. 100% Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Et c'est la boîte de boursicotage. Il y a une petite boîte. Parce qu'on est mercredi. Il y a une petite boîte. Yes. La boîte. La petite boîte de boursicotage, Jerry, présentée par... NAIA, la North American Immigration Agency. La NAIA est tout à fait extraordinaire. Vous avez idée un jour de vivre aux États-Unis, de faire affaire aux États-Unis. T'sais, avoir une business aux États-Unis, c'est accessible. La North American Immigration Agency, la NAIA, va vous guider et va vous aider à acheter une franchise. Et cette franchise-là, mais il y a plusieurs sortes de franchises. Ça peut vous qualifier pour obtenir un visa pour vous et pour votre famille, pour vivre aux États-Unis, d'avoir un commerce là-bas. Le taux de succès est formidable. On parle de 100% de succès. Donc, les gens, les pirates, qui ont fait affaire avec la NAIA, bien, sont 100% satisfaits et 2, ça a fonctionné. Ils vivent aux États-Unis et ils ont leur visa de travail et leur visa pour leur famille. Pour les rejoindre, pirate à gonaia.com. Pirate à gonaia.com. OK, ben voilà, c'est fait. Donc, mais là, on est prêt à parler de boursicotage. On commence par quoi, mon ami Jerry? Yes, sir. Yes, sir. Il y a du boursicotage de fin d'année. C'est sûr que dans le temps des fêtes, on est moins porté à checker la bourse. C'est tout à fait normal. Mais l'espèce de party boursier, il n'arrête pas, lui. Bon, quelques journées, là, Noël, puis un avant-midi de temps en temps. Là, mais la fiesta tourne tout le temps. Puis en parlant de fiesta qui tourne, le Bitcoin. Le Bitcoin. C'est drôle parce que, tu sais, il y a du monde nerveux, là. Veux pas. C'est que quand tu fais une belle ride, à un moment donné, tu dis, ouais, ben là, ça. Il va y avoir une petite correction. Ben. Il y a des gens qui vont se prendre des profits. C'est ça. Parce que, mettons que ça monte, OK? Ça monte, ça. Pas mettons, ça l'a monté. Ça monte. Là, t'es rendu à 90 000, 92 000 US. Là, toi, tu te vois comme un champion. Mais toi, t'es dedans 45 000. Là. Toi, à combien était le Bitcoin en début d'année? Il était dans le coin de 45. Là. Donc, toi, tu es dedans 45-50, puis il est rendu à 90-92. Là, toi, tu es le roi du monde. Là, il monte à 104, mais il redescend à 92. Tu es le plus grand loser du monde. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Là. Ça, c'est l'affaire la plus difficile à s'enlever pour tout boursicoteur. Regarde la ride que tu as faite, puis je comprends que c'est normal. Il va falloir s'adapter. Puis moi, j'envoie des messages un peu sur X, puis du monde qui follow, puis du monde, des fois, le monde, quand ça monte, là, tu sais, 10%, une variation de 10%, quand ça vaut 40 000, puis tu varies de 10%, ben, tu varies d'à peu près quoi? 4 000 $? Mais quand tu es rendu à 100 000 puis tu varies de 10 et là, c'est pas le même montant. Là. C'est pour ça que ça shake dans le coco un peu. Je donne un exemple. Le 6 décembre, ça fait pas longtemps. Ça, le 6 décembre, ça fait pas longtemps. Là. La variation du Bitcoin, c'était 102,96. Le 9 décembre, ça fait encore moins longtemps. 101,94. Wow! Ça shake, là. Dans la journée, là, ça s'est promené entre 101 pièces et 94 pièces. C'est pour ça qu'il y a du monde. Wow, OK. Ouais, ben, si tu es dedans, ou tu as un fonds négocié en bourse en Bitcoin, comme moi, j'ai un peu d'argent là-dedans, dans un fonds, moi, je vais pour le long terme, ben, je suis pas surpris c'est comme le Vendée Globe. Là. C'est comme le Vendée Globe. Il faut que tu fasses le tour de la Terre. C'est pas juste un bout ensoleillé avec une petite brise qui pousse ton bateau. Là. Des vagues. À un moment donné, tu es dans le Cap Horn. À un moment donné, la vague, tu vois pas le devant du bateau. Là. Puis à un moment donné, tu apprends que ton chum, son mât, il est cassé. Là.
Puis lui, il est en déroute quelque part. Et ça brasse, là. Mais le Bitcoin, c'est ça. Puis imaginez-vous quand il va monter à 120, on l'espère, pour ceux qui possèdent du Bitcoin. Imaginez quand il va être rendu à 150 000. Ben, des variations de 10 ça va shaker le bateau. Là. Donc là, il est à combien, là? Là, on est à 98. Il fait un petit comeback. Là. Il prend un genre de 2000 depuis 24 heures. Mais il est descendu à 91 pareil, il n'y a pas longtemps. Là. Et il est monté à 104, dans le coin de 104, 105. Là. Puis il est redescendu à 91. Wouh! Ça shake. Là, il est à 98. Mais c'est pour ça que si vous voulez continuer à faire la ride, c'est pas un conseil que je donne. Mais il faut s'endurcir. C'est pas achat. Sinon, regarde, vends tout ça, puis va-t'en dans d'autres choses. Parce que tu vas, à mesure que ça va monter, ça va shaker. Oui, mais ça, là, ça a beaucoup de lien avec quel genre d'individu t'es. Tu sais, quand vous faites affaire la première fois avec un bon conseiller financier, il va vous tester à savoir, est-ce que vous êtes quelqu'un de peureux? Est-ce que vous êtes quelqu'un de risqueux? Est-ce que vous êtes dans le milieu? Exactement. Ils font, si tu vas dans une simple banque, placer de l'argent dans un REER ou dans un CELI, là, il y a un genre de conseiller financier qui est là. Et il va te faire passer une espèce de... Je dis un examen, c'est pas un examen. Il va te faire passer une espèce de stress test, si je peux dire. Exact. Oui. Il va te poser des questions, puis il va voir quel genre de personnalité que tu es. Il y a un genre de questionnaire que tu vas passer. Puis si tu n'es pas capable d'endurer de la vague un peu, bien, ça veut dire il va te guider à une place que tu vas être à l'aise. Sauf que tes rendements, possiblement, vont être moindres. Ben, ils vont être sûrement moindres. Mais... Tandis que si tu es capable de prendre la chaleur, ben, tu es un peu plus risqueux. Tu vas aller te promener un peu tu vas aller dans les startups, tu vas aller dans le techno, vas aller dans le Bitcoin, tu vas aller te promener dans des affaires de même. Et il y en a un peu dans le milieu. Moi, je me ramasse un peu dans... Moi, j'ai un côté un peu plus cow-boy, mais en même temps sur des affaires que je vais acheter. Mais quand je fais un bon profit, c'est pas une question de manque de confiance envers la compagnie que je viens d'acheter, mais c'est une question stratégique. C'est comme si tu me dis le Bitcoin, là, mettons quelqu'un embarquait 45 000, puis là, il est à 94 000, puis il trouve que le vent souffle un peu, puis c'est pas drôle, il est nerveux. Si vraiment il est nerveux, au point où sa blonde, il parle, puis il écoute pas. Hein? T'es où, chérie? Excuse-moi, c'est quoi tu disais? Ou encore qu'il se lève la nuit, puis il jump. Ben, Chris, ça veut dire que si t'es allé dans le Bitcoin, t'as un côté qui est assez aventurier, parce que tu sais qu'il va en avoir un peu, mais en même temps, t'as tes limites, donc... moi, j'irais chercher mon capital. Puis voilà, je laisserais le profit qu'il y a là. Puis je dirais, ben quand so be it, tabarnak, il arrivera ce qui arrivera. Quelle bonne réflexion. Tandis qu'il y en a que... Il y en a pas beaucoup, ça, qui vont dire, j'ai mis 10 000 $ quand il était à 45 000. Puis là, il a monté à 102 000, puis il était à 94, ça change rien. Je vais coller ça. Moi, anyway, je vais le sortir, mais qu'il soit à 200 000 ou à 1 million. Dans sa tête, c'est clair. Donc, il n'y a aucune nervosité. Mais si vous êtes nerveux, ben Chris, va chercher ton capital que tu as mis, laisse ton profit, puis à partir de là, Chris, si t'es nerveux sur le profit qui monte, qui descend, ben là, tabarnak, va t'acheter des fonds mutuels. Ou va t'acheter des obligations d'épargne du Québec. C'est ça. Ben, tu sais, il faut savoir comment on est comment on deal avec ça. Il ne faut pas se rendre malade, là. Faut pas se rendre malade. Puis on a toutes nos stratégies, puis la stratégie que tu viens de le dire, si tu as acheté, un fonds négocié en bourse, un ETF de Bitcoin, puis tu as acheté ça l'hiver passé, tu fais un beau tour, tu doubles quasiment ton pote, ça veut dire, tu peux avoir, là, si tu trouves que ça vague trop, mais tu peux avoir cette solution-là de vendre une partie, de reprendre ton capital et après ça, bien, de laisser aller parce que tu es dans le fond de toi-même. Si tu as mis le pied dans le Bitcoin, dans le fond de toi-même, c'est que tu as un petit côté aventurier à quelque part. Exact. C'est ça que je disais. Mais là, tu vas aller voir où est-ce que ça va aller. Tu dis, je veux aller voir où est-ce que ça va aller, mais je veux pas qu'il y ait de vagues. Non, tu peux pas.
Non, si tu veux faire le tour du monde en bateau, tu as les 3 caps à passer. Là. Exact. Il y a 3 caps à passer. Ouais, mais moi, je veux pas passer par les caps. Non. Tu passeras pas par le canal de Panama. Là. Oublie ça. Faut que tu passes par les caps. Puis quand tu passes par les caps, le bateau, là, t'es perdu. Là. Ça veut dire, ton voilier, là, entre les 2 vagues, on le voit pas. Là. Puis pendant 3 jours, tu dors pas. Là. C'est ton voilier. Puis t'entends ton mât travailler, puis t'as peur qu'il casse à toutes les secondes. C'était peurant de tabarouette en haute mer. Là. Mais si tu veux pas passer par là, ben aller pout-pout, canal de Panama, faire le tour de la Terre, oublie ça. Là. C'est pas une croisière des Caraïbes. Là. C'est-à-dire, arrêtez. Là. Mais il faut être stratégique. Et je vais donner, Jeff, un exemple. Là. Ça, c'est un exemple qui me touche directement. Là. Mais tu vas très bien comprendre la patente. T'sais, quand Milei était élu en Argentine, le pays était un peu dans la marde. Puis les histoires, on s'entend-tu qu'un pays dans la marde, les banques, les ici, les ça, le système financier est un peu fragile. Là, la face, c'est que lui, quand il était élu, il y a eu un côté, dans les premiers mois, le marché financier, il y a eu comme espoir dans ce gars-là pour dire il peut y avoir des réformes et tout ça. Et les stocks bancaires, moi, j'étais tombé sur un article intéressant, puis je regardais un peu les graphiques. Puis je regardais, tabarouette, il y a les banques cotées en bourse, parce qu'il y en a qui sont cotées en bourse à la bourse argentine, mais il y en a qui sont cotées à New York, aux États-Unis. Je regardais les graphiques, puis je me disais, tabarouette, ces banques-là qui taponnaient depuis longtemps, ça monte tranquillement, il y a une tendance haussière, tu sais. Et moi, je suis embarqué dans un stock que j'ai parlé au printemps. Je donne mon exemple à moi. Là. Et je vais faire le lien avec ce que tu viens de dire. Ça s'appelle, le nom de la compagnie, c'est Grupo Supervielle. C'est une banque. Mettons que je fais l'image là, parfait, là, ça ressemble un peu à Tangerine. Banque, mais il n'y a pas de succursale. Banque virtuelle. Voilà. Donc, il y a tous les services bancaires. Ils ont tous les services bancaires, services de cartes, de ci, de ça. Regarde, c'est une banque. Mais les autres, c'est une banque virtuelle. Donc, c'est une entreprise qui est très bien gérée. Je pense qu'ils sont 5e dans le marché en Argentine. Là, le graphique est intéressant. Puis je l'avais glissé un mot intéressant. Moi, j'ai pris une position là-dedans, puis je dis, parce que je lisais aussi des affaires, dire, OK, ben, le secteur bancaire en Argentine va profiter parce que ils rentrent du nouveau cash, du cash frais dans le pays. Parce que les investisseurs ailleurs dans le monde ont plus confiance à l'économie argentine qu'ils n'avaient. Donc, il y a du nouveau cash qui rentre. C'est-à-dire, il y a une espèce d'économie qui repart. Pas juste une économie de fonctionnaires, une vraie économie. Et là, je dis, c'est intéressant. Puis là, moi, j'ai pris des parts là-dedans. J'ai acheté, je donne exactement ce que j'ai fait. Là. Je demande ça à scène près, là, mais vous allez comprendre la patente. Là. Et moi, c'était au mois de mai, ça. Et j'ai acheté 400 parts à 7 piastres. 400 à 7 piastres. C'est 2800 piastres US. Là. C'est pas la mer à boire, mais moi, je suis quelqu'un de classe moyenne. J'ai un portefeuille, je gère mes patentes. Là. Ça veut dire j'ai d'autres affaires. Là. J'ai plein d'autres patentes. Là. J'ai de l'argent sérieux placé. Mais dans mon taponnage, dans mon boursicotage, j'ai mis un genre de 2008, 3000 là-dedans. Là. Boum. Je dis non, la tendance est belle, le graphique est bon, la banque a une bonne réputation, puis ça veut dire qu'ils sont assez dynamiques, puis la clientèle est jeune, puis patati, patata, on peut en dire pendant 3 heures. Et Christophe monte. Mais là, il y a une drop dans le mois d'août, là, une pas pire drop. Mais moi, je suis allé, je continue. On continue à monter. Ben, les actions valent quoi? Ils valent 12 piastres aujourd'hui, là, au moment où on se parle. Là. Donc là, moi, je me ramasse. Mon 2008, il vaut 4008. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que je vais faire dans les prochains jours? Je ne sais pas quand, là, mais dans les prochains jours. Là, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais faire exactement ce que tu viens de dire. Donc, tu repars avec ton capital, tu rides avec ton profit. Voilà. Moi, je vais vendre, j'en ai 400 parts. Je vais vendre 250 parts
250 actions. OK? Je reprends mon 3000. Je fais un chiffron. Là. Je reprends mon 3000, puis il va me rester 150 parts, c'est mon profit. Lui, il reste dans le compte. Lui, c'est dodo. C'est mon profit. Donc, peut-être que dans un an, ça va avoir droppé, mais peut-être que dans un an, ça va continuer à monter. Et peut-être que Grupo Super Viele, je sais pas, dans 2 ans, ça peut valoir 25-30 piastres l'action. Wow! C'est mon profit qui se promène, là. Donc, si ça tombe à 0, je ne perds pas une scène. Ça enlève un genre de stress. Comprenez-vous? Un genre de stress. Puis, la face, c'est que pendant ce temps-là, moi, mon 3000 piastres que je reprends, bien, le 3000, je peux le mettre ailleurs. Aller chercher un peu de pourcentage ailleurs. Donc, je vois. Voilà. Comprenez-vous un peu la patente? Donc, tu vas en même temps, ça diversifie un peu ton petit pot de boursicotage. T'sais, ton argent, là, il y a l'argent sérieux, puis il y a l'argent pour s'amuser. Mais l'argent pour s'amuser, c'est le fun. On s'amuse, là. Des fois, on fait des affaires à le fun. Mais moi, l'argent pour s'amuser, moi, Grupo Super Viele est dans mon argent phoné, là. Mais là, je suis très phoné. Moi, je suis bien de bonne humeur. Ça va bien. Ça va très, très bien. J'ai pogné 12 pièces hier. C'est bien de fun. Donc, voyez-vous un peu la mentalité? Donc, je peux rester dedans. Ça veut dire que je ne suis pas à 3000 pièces près. Je ne vais pas mourir. Ça veut dire, je ne vais pas mourir de stress. Là. Mais tu n'as un de même. Tu n'as un de même. Tu n'as un de même. À un moment donné, tu te dis, ouais, j'en ai un qui monte. Ah, là, l'autre descend. Oh boy, là, le Bitcoin vient de perdre 10 000. Là, je suis le gros nerf. Puis là, je regardais mon portefeuille. Puis là, mon fric, il était monté à 14-15 000 piastres. Puis là, oh boy, là, je viens de perdre 1500 dans une journée. Puis là, tu es stressé d'un bord puis de l'autre. À un moment donné, déstresse-toi. Tu l'as pris le risque. T'es été winner. C'est pas parti par en bas, c'est parti par en haut. T'es winner. Pourquoi tu ne reprendrais pas ton capital et tu n'irais pas fouiner ailleurs? Puis ça te donne des idées pour aller fouiner ailleurs. Puis ce qui te reste, c'est ton profit. Puis là, tu es patient. Là, tu vas voir. C'est le même que ça marche. Mais moi, présentement, c'est ça. Dans mes parts dans le Bitcoin présentement, c'est ce que j'ai dans mon fonds, les actions que j'ai dans ce fonds-là, c'est du profit. Là. Je te pose une question sur le marché boursier actuel. Ça peut s'appliquer sur le Bitcoin, quoique là, il y a une petite correction, puis c'est peut-être un moment de rentrée. Mini-correction, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a une petite. C'est comme une pause sur. Il y a comme une pause sur la frénésie, là. On s'entend-tu, là? Parce que le Bitcoin, il est parti sur les 10 000, puis il a monté à 100 quelques mille en. Oui, c'est plus une pause qu'une correction. Je me reprends, là. Mais est-ce que le marché boursier, c'est un bon moment d'entrée? Parce que là, il y a une ride quand même incroyable. Là. Grosse ride de fête. Pour moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a une très, très grosse ride de fête. Moi, mon plan, parce que dans le temps des fêtes, j'ai un peu plus de temps pour checker mes affaires. Je te dis ça de même. Mettons que j'ai 25 000 en cash. Mettons que j'ai 25 000 en cash. Oui. Et je suis prêt à rentrer sur le marché à matin. Est-ce que je reste en cash? Non, moi, j'irais dans le marché, mais j'irais chercher peut-être, en attendant de voir, j'irais chercher un peu comme du dividende. Des stocks un peu plus conservateurs. Un peu plus conservateurs qui donnent un bon dividende. C'est ce que je ferais. Donc, si ça baisse, ben, tu te sauves le cul un peu que le dividende. Je le vois de même. Mm-hmm. Parce que dans la grosse techno, on s'entend-tu qu'on a fait tout un tour. Depuis l'automne 2022, c'est un festival inimaginable. Allez voir les gros monstres, toute la gang. Là. Nvidia, Facebook. Allez voir tout ça. Là. C'est-à-dire, moi, je fais une toute la gang. Tournée. Là. Toute Netflix. La gang, moi, j'ai plein de stocks que je garde là, avec des notifications. Le nombre de fois que j'ai vu tous ces stocks-là, là, des dizaines et des dizaines et des dizaines de compagnies qu'on connaît toutes, là, nous annoncer, boum, aujourd'hui, son action est son plus haut à vie, boum. Chris, ça n'arrête pas, là. Parce que ce qui reste comme nébuleuse,
Ça, on peut dire que c'est quand même... C'est que tu regardes en avant, puis il y a un peu un petit brouillard, mais c'est un bon brouillard. C'est que l'intelligence artificielle, les revenus qu'on va tirer de ça, ça veut dire que ça représente quoi exactement? On sait qu'il y a beaucoup de fric à aller chercher là, mais ça veut dire, c'est-tu trop pompé? Je sais pas trop. Là. C'est ce bout-là que j'ai de la misère. Mais le marché a vraiment énormément monté. Là. C'est possible qu'on finisse l'année 2025. Mais pourquoi je te pose la question, c'est que je me suis retenu un peu il y a genre 2 mois, 3 mois, je pensais que la raid était faite. Puis Chris, la raid finit pas. La raid finit pas. J'ai peur d'avoir la même réflexion dans 3 mois. Non, mais je me disais même patente dans l'or. Ça veut dire... Voulez-vous que j'embarque? Non, tu m'embarques pas. Toi, tu vas bon, c'est ça. Je me retiens, moi, là. Pierre Lassonde m'envoie toujours des textos. Dis à Jerry de ne pas embarquer dans l'or. De ne pas embarquer dans l'or. Non, on veut pas le voir là. Non, c'est ça. Là. Ça va bien, là. Je veux dire, moi, j'y ai pensé souvent. Là. Je dis, je vais y aller. Moi, je vais te dire, mon feeling, c'est que... Moi, je pense qu'on s'en va vers une ride un peu plus tough. J'ai énormément confiance en Trump, mais je sais que ça va être bumpy, là. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que tout va se mettre à rouler à 2000% avec Trump qui arrive. Je ne fais pas partie de ceux-là. Là. Moi, je pense que Trump a beaucoup de nettoyage à faire. Il y a du nettoyage à faire. Tu sais, le Doge, là, le DOGE, là, oui, avec Musk, puis Vivek, puis Paul, puis toute la gang qui vont être là. Eux autres veulent pas savoir des répercussions dans l'économie. Tu sais, du jour au lendemain, tu arrêtes un peu le printer. Puis après ça, tu arrêtes les déficits, puis tu commences à avoir un gouvernement qui est plus petit. À moyen terme et à long terme, c'est bénéfique. Mais à court terme, il va y avoir des vagues. Tu vas l'avoir, ta tempête avec le bateau, quand tu ne vois pas le bout du bateau. Là. Tu sais, et après ça, si tu t'en vas dans des guerres commerciales avec des tarifs, il y a une inflation qui arrive avec ça. Puis je ne vous dis pas que la stratégie n'est pas bonne. Je le vois que c'est une stratégie qui est une stratégie de négociation. Mais c'est sûr qu'il va y en avoir des tarifs, là. Il va en avoir, ça semble être le cœur de son discours économique. Lui, il veut comme mettre un bouclier alentour des États-Unis. Donc, au lieu d'avoir le terme protectionnisme, même pas sûr que c'est le bon, là. C'est quasiment, il veut mettre un dôme, là. Il veut mettre un dôme alentour des États. Il veut faire des États-Unis un genre. Il veut faire un c'est ça. Donc, ce qu'on dit, on parle du dôme québécois. C'est un peu ce que. C'est pour ça qu'on dit que c'est un péquiste, là. Donc, moi, j'ai comme une certaine nervosité sur, je te dirais, l'économie en général et les marchés boursiers dans la première année et demie de Trump au pouvoir. Je sais que ça prend ça pour. Si on veut partir pour une belle ride pour les 10-15 prochaines années, il faut qu'il y ait une fin de party. Et c'est le mandat qu'on a donné à Trump. Mais la première année et demie, il est possible qu'on ait un peu d'inflation. Il est possible qu'on ait un peu de ralentissement économique parce que là, l'argent va arrêter de revenir de partout. Donc, tu comprends mon affaire? Ben donc, oui. Moi, je suis un petit peu plus... je dirais, bearish sur ce qui risque d'arriver dans les 12-15 premiers mois de... Si Trump fait ce qu'il a dit, si Trump veut nettoyer la soue, c'est sûr que pendant 12-15 mois, il y a un peu de vague, là. Mais dans un marché haussier, il y a des perdants. Mais dans un marché baissier, il y a des gagnants. C'est ça l'affaire. C'est qu'il faut trouver les gagnants. Il y en a des gagnants. Dans un marché baissier, il y a des gagnants. Là. Ça, c'est... Il y a des ballonnés qui vont baisser, ça c'est sûr, mais il y a des gagnants à travers. C'est pas généralisé. Là. Exact. Oh. Il y a une petite boîte. Hey, c'est la boîte boursicotage, version pour les cheap. On fait une autre demi-heure dans la version Prime avec Jerry. Boîte. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Jeff Fillion. Priez pour vos vies. Bitcoin.
Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Il est de retour. Il a certainement hâte de voir son genre de facture de sa carte de crédit après un super voyage de 3 semaines en Europe. J'imagine que tu veux pas le regarder tout de suite. Comme l'année passée, ton genre de voyage en Italie, je pense que tu avais dépensé pas pire. Ouais, tant que tu le regardes pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, exact. Moi, je voyais une photo que tu envoyais, puis je calculais dans ma tête tout le temps. Je me suis dit, OK, il va y avoir un voyage qui va valoir la peine. On a rien qu'une vie à vivre, Martin. Ouais, non, exact. Ça, c'est, écoute, on profite de ce qu'on a, du temps qu'on a, puis des opportunités qu'on a. Je pense que c'est bien important. Mais c'est d'autant plus surprenant qu'avec la faiblesse de notre dollar. Tu sais, avec l'euro, c'est tel que tel. Là, où ça fait mal, c'est en Suisse, où c'est presque 1,60, où les prix en francs sont déjà élevés. Donc, avec la conversion, ça fait doublement plus mal. Ouais. Qu'est-ce que tu vois là-dessus, toi? Je sais que c'est... Tu sais, moi, j'avais collé à la shot avant que la sonde le fasse là, sur le 50 cents parce que je suis très inquiet de l'endettement. Puis on va voir encore lundi quand Freeland va faire son pitch. Il semblerait que Freeland s'est battu avec Trudeau pour l'histoire des chèques puis de la TPS parce qu'elle dit on n'a pas le moyen de le faire. Semblerait que du moins, c'est les rumeurs qui courent. Mais moi, je suis pas très bullish sur le dollar canadien parce que je vois les gens se garrocher. Je pense que j'en ai parlé. Je vois les gens se garrocher sur le dollar US. Je vois les gens se garrocher sur le Bitcoin. Je vois les gens se garrocher sur l'or. Et toutes les petites monnaies secondaires, j'ai l'impression que ça va être tough. Puis, tu sais, on peut faire un lien avec l'histoire de l'annexion du Canada aux États-Unis, là, mais ça va être, tu sais, un dollar faible. Moi, on l'a vu à 62 cents. On l'a vécu avec un dollar il y a peut-être une vingtaine d'années ou 23, 24 ans. On a déjà vécu avec un dollar à 62 cents. Mais je ne sais pas, dans le contexte d'aujourd'hui, j'ai l'impression que le dollar faible risque de nous faire extrêmement mal. Les gens ont toujours vu ça comme étant positif. Ah, c'est bon pour nos compagnies qui exportent, etc., etc. Mais là, on est dans une économie qui est tellement mondialisée où on a besoin d'un peu tout le monde partout. Tu sais, je regarde juste, moi, mon entreprise. La majorité de mes dépenses de fonctionnement sont en US. Donc, ça a un impact sur mon bottom line, ça a un impact sur... Donc, il y a des impacts qui sont réels. Il n'y a pas juste des gens qui exportent des portes et fenêtres. Là. Non, ça c'est toujours un genre de gaslighting là, par nos soi-disant experts économiques qu'on nous dit depuis des années, mais en réalité, ça affecte le niveau de vie des gens directement. Tout ce qu'on achète à peu près vient de l'extérieur. Et je me demande, moi, comment le commun des mortels va pouvoir voyager à l'avenir. Là. Les filles, startez-vous des OnlyFans, puis les gars vont commencer à vendre de la drogue on the side. Là. Parce que regarde, juste te dire, le billet, on est revenu un petit peu plus tôt que prévu, fait qu'on était un petit peu dans la minute. Là, donc, j'ai acheté un billet un peu last minute, puis juste te donner une idée, écoute, le One Way Francfort-Montréal, c'est un vol qu'il y a tous les jours. Là. Je pense que notre chum Jay, le pilot, pourrait nous en parler un petit peu. C'est un vol majeur, donc qui est toujours à peu près plein. Écoute, classe économique était à peu près 2000 $, là, c'est 2000 $. Ça, c'est un vol qui était pré-COVID, 650, 700 $ peut-être. Ouais. Fait que ça te donne une idée. Oui, je comprends que c'est last minute, là, mais c'est complètement débile. Là. Avant, t'allais aller-retour en Europe pour ce prix-là, même pour un peu moins. Là. Donc, ça l'a doublé, voire triplé dans certains cas. Là. Ouais. Mais est-ce que tu penses... Tu sais, parce que je sais que c'est dans tes sujets. Là. Tu sais, je vois la panique des chroniqueurs sur « Ah non, merci, c'est pas vrai qu'on va devenir américain. » Est-ce que ces gens-là... avec le système qu'on a choisi, autant au Québec qu'au Canada, donc c'est-à-dire très social-démocrate, très socialiste, gouvernement omniprésent, création de beaucoup de jobs qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils produisent dans une journée, endettement, fiscalité dans le prélat pour les individus et les entreprises. Ensuite de ça, subvention aux amis dans des entreprises finalement qui, après un an et demi, aboutissent à rien, etc., etc., c'est un chemin vers l'enfer. Est-ce que ces gens-là qui ont peur qu'on soit annexés comprennent que c'est par leur philosophie et ce qu'ils veulent comme Québec et comme Canada qui sont, eux, en train de nous amener, sans qu'on ait le choix, vers une annexion avec les Américains? Parce qu'à un moment donné, on va juste être à genoux en train de béguer de nous prendre. C'est ça qui... Et ils comprendront toujours pas pourquoi, mais c'est parce qu'ils sont, finalement, que ça peut arriver, là.
Ouais, en fait, je pense que c'est un peu, ça fait un lien avec ce que je voulais te parler aussi avec l'Argentine. Regarde, on voit que Milei, encore un autre personnage dont tous les experts doutaient que ça marchera pas, c'est un extrémiste, c'est un clown. Mais là, Milei vient de livrer le premier budget équilibré en Argentine depuis 127 ans. Ouais. Les trucs économiques sont en train de monter, l'investissement, et ça a passé par de mise à pied monstres dans la machine gouvernementale, l'abolition de programmes, bref. L'Argentine, c'est le Québec sur les stéroïdes. Le péronisme, c'est le modèle québécois sur les stéroïdes. Et il faut se rendre pratiquement sur le bord du précipice pour se rendre compte que ça prenait un gars comme Milei. Donc, je pense que c'est ça là, qui nous attend ici. C'est qui sera le Milei pour réveiller cette place éteinte-là. Toute l'histoire de l'annexion puis de Trump, je pense que c'est un peu, pas une distraction, parce que Trump, en fait, il faut comprendre comment Trump fonctionne. Quand il y a quelque chose qui fonctionne puis qu'il y a de l'attraction, il va l'utiliser jusqu'à temps que ce soit fini. Il va presser le citron jusqu'à temps que ça pogne. Puis avec Trudeau, là, il rit de Trudeau aussi en même temps. Là. C'est pas directement lié aux Canadiens ou... c'est ça que les gens comprennent pas, là, nos experts, entre guillemets, là, c'est que, je veux dire, Trump utilise ça pour faire du chemin, puis tout le monde embarque dans la game. Ben, il utilise ça beaucoup, Joe, pour affaiblir Trudeau et pour le négocier à l'os en le ridiculisant. Puis là, Trudeau, lui, il pogne pas bien. Hier, je voyais que Trudeau parlait à un moment donné de « les Américains ont manqué leur coup, ils auraient pu élire une femme, c'est pas ça qui était prévu, etc. » Alors, Chris, c'est plus le temps de parler de ça, là. Non, exact. Qu'est-ce que tu fais là? C'est le temps de rester focus. Mais est-ce que tu penses que le Canada, de par le lien qu'on a avec les Américains, l'histoire là, de Trump, là, oublions la frontière. Là. Oublions la frontière. Oui, il y a des problèmes avec la frontière. Oui, il y a de la drogue qui rentre. Je ne sais pas c'est quoi la quantité versus le Mexique. Je comprends toute la patente. Là. Mais restons sur la balance commerciale de 100 milliards. Est-ce qu'il veut négocier pour avoir du pétrole moins cher? Parce que c'est déjà beaucoup ça qu'ils prennent. Si on n'avait pas le pétrole, la balance commerciale, elle serait peut-être pas plus égale que ça. Là. Mais c'est quoi qu'il veut exactement? Parce que s'il veut qu'on arrive à zéro dans la balance commerciale, ça veut dire que nous, on doit importer une centaine de milliards de stocks de plus avec un dollar à 40 qui est handicapé de 40 des gens qui sont étranglés jusque-là, à de la misère à s'acheter à faire l'épicerie. Tout le monde est endetté. Comment on va faire pour arriver à ce qu'il veut? Ben, en même temps, ça encore, je suis pas super d'accord avec les prémices de Trump, là, l'idée de la balance commerciale. L'échange, en général, est toujours mutuellement bénéfique. Là. Quand il y a un échange, c'est mutuellement bénéfique. Il y a des questions de subvention dans certaines industries. Tu as parlé, là, je suivais un petit peu, quand j'étais en Europe, je suivais un petit peu là, les podcasts, tu as parlé de la gestion de l'offre. Ça, c'en est un, c'est un secteur qui est problématique. Le secteur de la forêt, les Américains ont partiellement raison aussi. Le secteur de la forêt est partiellement subventionné par la construction de chemins, etc. Donc, il y a plein de secteurs comme ça où il y a des subventions qui distorsionnent, si tu veux, l'équation économique des ressources en question. C'est vrai pour les Américains aussi, là. C'est des deux côtés. Donc, si tu veux un vrai libre-échange, il faut que ça soit fair des deux côtés. Trump utilise tout le levier qu'il a, puis il sait qu'en étant la puissance mondiale numéro 1, il y a toutes les ressources nécessaires pour, si tu veux, arriver à ses fins. Là. Fait que ça, il faut comprendre la game là-dedans, mais toujours en prenant acte que c'est pas nécessairement pour les meilleurs outcomes économiques des deux parties. Là. Si Trump est capable d'extirper des tarifs, ça va se faire quand même aux dépens des contribuables américains. Oui, oui. Ben, donc, toi, tu vois beaucoup de... Il y a beaucoup c'est du bluff dans un certain sens, mais est-ce qu'on est équipé pour répondre au bluff? C'est ça qui m'inquiète un peu. Est-ce qu'on a-tu du jeu pour répondre au bluff? Allons-y sur la gestion de l'offre. À peu près la majorité des gens s'entendent que si on cède la gestion de l'offre, le lait, puis les fermes avec toutes les histoires de quotas, puis je ne sais pas qui va rembourser ces quotas-là, là, si c'est remboursable, on a fait avec des gars de taxi. Mais si jamais ça casse là, l'industrie du lait au Québec et en Ontario, puis fromage et tout ce que tu veux, c'est pas mal fini. Là. Donc, il faut comprendre que... Puis peut-être que c'est le futur qu'on a, dans le sens que ça nous coûte très cher ici. On a des règles environnementales qui sont très, très sévères. On a à chauffer les étables pendant l'hiver. On a un paquet d'affaires qu'on fait qui fait que notre production coûte extrêmement cher si on compare à d'autres qui n'ont pas à chauffer et à faire tout ce qu'il faut. Donc, y a-tu des secteurs économiques qu'on va devoir abandonner, d'après toi, dans ces négociations-là?
Ben écoute, je pense que la gestion de l'offre, c'est peut-être un aspect. Il y a un paquet de... Tu sais, quelque chose aussi au niveau de la mobilité tu sais, nous, en partant, on a un problème de gestion, on a un problème de mobilité entre les provinces. Tu sais, on regarde, je reviens d'Europe, on voit comment c'est facile de passer d'un pays à l'autre, juste au niveau de la mobilité, là. Tu passes d'un pays à l'autre, on en a parlé la dernière fois, au niveau de la douane. Tu sais, moi, je suis à la même place que toi, là. Laissez passer les autos, à moins, regarde, toutes les plaques sont scannées anyway, donc s'il y a quelque chose de problématique, je veux dire, vous les arrêtez ou vous les interceptez plus loin. Tu rentres dans des pays en Europe comme tu rentres dans des granges. Là. Fait que, tu sais, à partir du moment où les gens sont scannés, tout ça, je sais qu'on veut pas de société de surveillance, là, mais en même temps, tu veux pas avoir une file non plus d'une demi-heure aux douanes. C'est la même affaire des douanes les douanes aux aéroports. Tu sais, tous les pays de l'Union européenne ils ont comme des douanes spéciales quand ils promènent entre les pays où c'est des gates automatiques. C'est débile raide à quel point on a de barrières, de vérification, juste pour des trucs dans lesquels 95%, 99,9% des gens n'ont rien à se reprocher. Puis, je veux dire, sont dans un profil assez simple à filtrer, là, si on veut, là, à screener. Donc ça, c'est un aspect, à mon avis, qui est assez clair, qu'on devrait prendre. Il n'y a pas grand-chose qu'on doit prendre exemple sur l'Europe, mais ça, c'en est un. La mobilité et la facilité de se déplacer. Aussi pour le commerce, là, c'est super facile pour les marchandises de circuler. Il y a toujours eu cette espèce de friction en Amérique du Nord, surtout à cause que les lobbies sont très puissants et sont toujours sur ces gardes. Là. Puis il y a beaucoup de politiques qui ont été faites là-dedans, tant au Canada qu'aux États-Unis. Les démocrates avant étaient les protectionnistes, maintenant c'est les républicains. Au Canada, ça a toujours été plus les libéraux, etc. Donc, il y a toujours de la politique qui est faite, si tu veux, sur le dos de ça. Là. Est-ce que c'est... Juste un petit mot. C'est que, tu sais, par rapport justement à la mobilité, c'est difficile d'avoir en deux pays, parce qu'ici au Canada, parce que je lisais une patente par rapport à la bière, tu sais, la bière... Tu sais, aux États-Unis, c'est moins taxé. On le voit que les prix de la bière, c'est quand même un gros marché, pareil. Là, mais ici, au Canada, c'est très taxé. C'est très... tu sais, en fin de compte, faire traverser du stock entre les États-Unis et le Canada, c'est des produits d'un bord très taxés, puis de l'autre bord, moins taxés. C'est rouvrir la frontière, il faut que tes affaires de taxes soient beaucoup plus uniformes. Je sais pas, il n'y a pas comme un... Est-ce que le Canada faudrait comme il soit moins taxeux, qu'on ressemble plus aux États-Unis sur certaines taxes, en fin de compte, pour pouvoir plus passer du stock d'un pays à l'autre? Non, absolument. Il faudrait que ça soit plus clair et transparent. Là. Il y a un paquet de taxes cachées puis de tarifs cachés. C'est le cas. Je pense que le Québec, c'est l'exemple à ne pas suivre dans le monde. Là. Notamment, oui, on a des taxes à la consommation, on a des impôts sur les revenus, il y a l'impôt des corporations, mais il y a un paquet de tarifs aussi cachés qu'on paye là, à gauche puis à droite. Là. Puis ça, quand tu fais l'équation, quand tu fais l'addition de tout ça, je veux dire, le poids fiscal est complètement débridé. Là. Mais notamment, oui, je pense que je suis d'accord avec toi, Jerry, on devrait harmoniser un paquet de trucs au niveau fiscal, puis que quelqu'un qui se promène d'un bord ou de l'autre devrait savoir un peu à quoi s'attendre. Là. Oui, puis on devrait arrêter d'avoir des douaniers que la seule chose qu'ils nous demandent, c'est si on ramène du stock, as-tu acheté des affaires aujourd'hui, as-tu acheté de la bière, as-tu acheté de l'alcool, ça fait, ça fait très ancien temps, c'est du crise de niaisage. Est-ce que c'est possible, tu sais, moi, quand j'étais jeune, puis que j'ai suivi cette négociation-là, je me rappelle, là, c'était quasiment aussi gros que... Les gens ne se rappellent pas ça, là, mais quand ça a été négocié, cette affaire-là, c'était quasiment aussi gros comme débat que le premier référendum. Là. C'était tranché. Là. Il y avait des gens qui avaient peur de perdre leur job, il y avait peur que tout s'en aille aux États-Unis. Puis tu avais l'autre gang qui voyait le marché américain riche à côté. Ils disaient, voyons, wow, le libre-échange, ça peut être bon en tabarnache. On enlève des barrières. Puis le plus drôle, c'est que c'était Bernard Landry qui était le grand défenseur. Les libéraux capotaient bien raide. Mulroney c'était l'architecte de cette affaire-là. Moi, j'étais très pro. Mais j'y ai cru. Tu sais, j'ai été bonasse. J'ai cru qu'il y avait un libre-échange qui s'en venait. Finalement, aujourd'hui, j'y crois pas du tout au libre-échange parce qu'il n'y en a pas de libre-échange. Il y a plein de protections partout. Ils ont encadré ils ont mieux encadré. Écoute, si c'était un libre-échange, c'est une feuille. Ils ont un livre d'à peu près 4 pieds de haut. Tu sais, je veux dire, donc ça veut dire que c'est pas le libre-échange. Est-ce que Trump veut du vrai libre-échange ou il veut plus de règles pour se protéger lui puis qu'il veut que le livre soit plus épais qu'il est déjà là? Trump est dans une position où il veut pas de libre-échange. Trump est dans une position il est protectionniste et il peut imposer... Il est dans une position de domination et seuls les États-Unis peuvent avoir cette stratégie-là. Alors que les plus petits pays,
en fait, optimal pour les États-Unis, ça serait un pur libre-échange pour tout le monde, puis étant donné qu'ils ont le plus gros marché, le plus de richesse, ils ont la plus grosse technologie, la plupart des compagnies technologiques, etc. Donc, tout le monde a gagné d'un pur libre-échange. Ça, c'est, je veux dire, la théorie économique est très claire là-dessus. Là. C'est à partir du moment que tu insères des barrières et des conditions, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd l'autre bord, puis au final, c'est les contribuables des deux pays qui perdent. Là. Donc ça, c'est clair. Moi, je pense qu'il faut regarder un peu la stratégie là-dedans, et Trump, je pense il voit des gains potentiels aux dépens d'autres pays, parce que Trump le voit aux dépens des autres pays, puis c'est pas comme ça que tu fais des échanges normalement. Il faut le voir comme de façon plutôt mutuellement bénéfique. C'est que le trade se fait comme ça. Fait que moi, je pense que Trump, c'est un politicien. Là. On peut dire que c'est un homme d'affaires, mais là, c'est rendu un politicien, puis il utilise des cartes de politicien aussi. Il faut pas se leurrer. Là. Oui, exact. Mais je reviens sur l'histoire du 51e ou 52e État. Dans le fond de lui, il y a quand même s'il n'est pas un politicien, il y a quand même le côté business pareil. Dans le sens que lui, il nous regarde et il dit, probablement dans une discussion on the side, en train de prendre un coke diète avec Kevin O'Leary, qui est avec son bas de pantalon, son bas de pyjama, en train de jaser avec en Zoom. Hey, Chris, Kevin, tu connais plus le pays que moi. C'est quoi qui se passe au bord? Comment ça se fait qu'ils sont pas riches? Un peu le discours de Kevin O'Leary sur toutes les tribunes. Il est à Fox quasiment tous les jours. Il est même à CNN quasiment 3 fois par semaine. Lui, Kevin O'Leary, qui est un Canadien, qui est un gars qui s'est installé à Boston, maintenant installé à Miami, il connaît les deux sides bien comme il faut. Et il n'arrête pas de répéter que le Canada devrait être un des pays les plus riches au monde. Et moi, je suis de cette... Puis t'es dans ce domaine-là, t'es dans le domaine des ressources naturelles depuis toujours. Tu le sais comment on a un potentiel énorme. Est-ce que Trump voit ça? Est-ce qu'il se dit pas, hey, Chris, je niaise peut-être, puis je joue, mais que le Canada soit annexé aux États-Unis, ça me coupe ma dépendance à la Chine pour un paquet de choses qu'il y a dans le sol canadien. J'ai du pétrole parce que le but ultime des États-Unis, c'est d'avoir une genre de... d'être capable d'être autosuffisant avec l'énergie. Le Canada est une source d'énergie extraordinaire. C'est sous-développé d'une certaine manière. On s'entend ce que je veux dire? Donc, dans le fond de lui, il y a peut-être un peu de vérité dans sa joke. Est-ce que je me trompe? Ouais, peut-être. Je pense pas que Trump a des visées géopolitiques aussi loin. Là. C'est, ce que tu dis, c'est théoriquement assez... c'est un move de plusieurs, voire années. Je pense que Trump lance quelque chose... En fait, il y a quand même il y a deux réalités aussi aux États-Unis. Là. Il y a la question du divorce national qui existe depuis des années. Là. La question que les États rouges veulent se séparer des États bleus puis parce qu'ils ont deux réalités différentes. Là. Ça, c'est une réalité. Arrêtez de... Là, ça veut dire ça va bien parce que c'est un président qui va être républicain puis on va revenir plus aux sources de l'essence de l'Union là, au niveau fédéral, au niveau de la Constitution. Par exemple, il y a des discussions d'éliminer le ministère de l'Éducation. Ça, c'est vraiment plus à ce que fait que les États-Unis se sont formés. Mais quand c'était plus un président démocrate et des réalités où le pouvoir fédéral voulait imposer des choses même aux États rouges, tu avais cette discussion-là très vive et très active sur le divorce national, dire, regarde, nous, on fait la République du Texas, qui serait un des plus grands et plus riches pays au monde, puis fuck you, là. Tu sais, fuck you, le Minnesota puis New York, là. Donc ça, je pense que c'est une réalité nord-américaine. Puis t'as le Mexique aussi là-dedans, là, faut pas l'oublier, là. C'est la dynamique nord-américaine. Il y a des usines au Mexique. Le Mexique est très bien intégré là, en Amérique du Nord, là. Donc c'est toute la dynamique. Mais t'as les problèmes aussi, là, la question des cartels, la question de l'immigration, que t'as pas vraiment que le Canada. Là, c'est deux réalités très différentes, le Canada et les États-Unis. Le Canada et le Mexique par rapport aux États-Unis. Ils sont ensemble dans une soi-disant entente de libre-échange. Puis, by the way, on a aussi des usines. Là. Bombardier a plein d'usines au Mexique. C'est très... c'est un peu le cheap labor, là, si tu veux, de l'Amérique du Nord. Mais tout le côté de Monterey puis tout ce coin-là, c'est quasiment une continuité du Texas. Là, puis... Non, absolument. Exact. Fait que ça... je pense pas que Trump est un genre de joueur d'échecs géopolitique. Là. Non. C'est pas quelqu'un de très... C'est pas mauvais dans le sens... C'est pas quelqu'un d'idéologue. C'est pas quelqu'un qui a des visées géopolitiques. Il veut la paix, il veut faire des deals. Moi, je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Je pense que c'est ça la game. Là. Moi, il fait un Christy de bon show, on va dire. C'est incroyable de voir que d'envoyer des messages là, c'est sur son réseau à lui, mais repris par screenshot sur X. Il est capable de shaker à cabane comme ça se peut pas. Là. C'est juste avec des... C'est incroyable la force de ces réseaux-là. Comment, sans filtre maintenant par les médias. N'oubliez pas, là, il y a 20 ans, si tu veux faire un statement de même, tu veux appeler Trudeau le gouverneur du grand État du Canada,
the great state of Canada, tu es obligé de faire une conférence ou un communiqué, tu le mets dans les mains des journalistes et des médias, puis ils décident ce qu'ils vont publier. Aujourd'hui, tous ces filtres-là sont terminés. C'est incroyable. C'est terminé. Et toute votre analyse politique dans les médias traditionnels, là, tous vos analystes politiques sont complètement disqualifiés. Il n'y a plus personne qui a rapport là-dedans. On est rendu, j'aime souvent l'exemple, moi, quand la poudre à canon arrive, là, vous pouvez vous obstiner à utiliser des arbalètes, des arcs puis des épées, là, mais la game a changé, puis vous allez mourir sur le champ de bataille, ça va être assez vite. Là. Donc, je pense que c'est ça qui est arrivé. Maintenant, on est rendu à la politique, à la puissance web, puis la vraie puissance web organique, pas les estis de cochonneries organisées, là, des campagnes Obama, puis des espèces de podcasts stagés, puis des niaiseries pseudo-virales là, de la gauche radicale. Là. C'est la vraie politique organique qui se fait sur le web, c'est ça qui est entré au pouvoir avec Trump, que vous l'aimiez ou non. Là. Le monde n'a pas fait quand la poudre à canon est arrivée, il y a du monde qui n'a pas aimé ça, ben Chris se sont adaptés parce que this is the new reality we live in. Exact. Hey, je veux te parler de quelque chose que tu n'as pas dans tes sujets, puis qui revient continuellement sur X, entre autres. Quand quelqu'un met une facture d'un restaurant ou de quelque chose, mais c'est souvent des restaurants, là, des fois de l'épicerie, mais la plupart du temps, c'est des restaurants. Puis cette semaine, c'était... Jerry, souvent, est un genre de... Tu sais, les gens envoient beaucoup de factures à Jerry. Jerry est souvent celui qui part le yard dans la patente. Là. Mais cette semaine, c'était mon voisin Rick, le rocker trucker, qui, lui, fait l'Amérique à grandeur, OK? Donc, Rick, c'est un genre de... Tu fais ça par passion. J'ai vu ce qu'il a mis, ouais. Tu sais, Rick, il fait le tour. Il va dans tous les États américains avec des camions. Il va mener des camions. Il revient en avion. Tu sais, c'est un bon... Puis c'est un gars qui n'a pas moyen de faire ça. Là. Il fait ça pour le plaisir. Il aime ça voyager. Puis il aime ça... Tu sais, il s'est occupé de ses enfants toute sa vie. Puis là, maintenant, c'est une genre de semi-retraite pour lui. Puis il a du plaisir. Puis Rick, c'est un esti de bon gars. Puis c'est un gars bright. Et il est capable de comparer les prix. Donc, il arrive à Drummond. Il arrête... Il est en attente de prendre un camion... il va manger au Saint-Hubert, il prend une poutine poulet Saint-Hubert avec 2 Michelob. Là, après ça, là, la Michelob, c'est pas buvable. C'est pas ça le point. Le Tabarnak, il y a une meilleure poutine ailleurs. C'est pas ça. Le point, c'est il prend une poutine et il prend 2 bières en fût et ça vient de lui coûter 50 $. OK? Mm-hmm. Les gens comparent les prix il y a 4 ans ou à peu près. La même poutine était, au lieu d'être 20 $, était à 12 $. Les bières, au lieu d'être à, je sais pas, moi, je pense que c'est rendu 13 $ la bière, elle était à 6 $, etc., etc. Puis là, les gens, il y en a qui disent, là, surtout la gauche, moi, je comprends pas que la gauche défend l'inflation. Ça, c'est un bout qui me manque. D'ailleurs, j'ai vu les crétins là, je pense que c'était Lobby ou cette gang-là dire, vu qu'on sortait cette affaire-là, ils disaient, comment ça, les pirates, ils n'aiment pas ça, le libre marché, là, quand les prix montent? Ben, c'est parce que c'est pas le libre marché qui a fait ça. Là. Voyons, mais c'est ça que je veux que tu expliques au monde. Je veux que tu expliques comment l'inflation arrive. Écoute, d'ailleurs, excellent podcast avec Adrien que j'ai écouté dans les Alpes suisses. Il y a eu un bon segment là-dessus, puis je peux faire du pouce sur ce qu'Adrien a dit, parce que c'était très bien expliqué. C'est que l'inflation, la montée des prix là, qu'on voit actuellement, c'est pas les marchands, c'est pas les détaillants qui ont décidé de monter leur prix. Oui, ils ont monté leur prix parce que je veux dire le prix des choses, le prix des intrants, le prix le coût de la marchandise, le coût de la main-d'œuvre, tout a monté. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que la valeur du dollar dans vos poches, elle est diluée. Pourquoi? Parce qu'on a été inondé de stimulus puis de dépenses monétaires par la banque, par le gouvernement Trudeau. Et oui, c'est mondial. Ils ont tous fait la même astuce d'affaires. Ils ont tous fait la mauvaise affaire ensemble. Les États-Unis ils ont signé, je pense, 2 billes de stimulus de 6 trillions de dollars. Ouais. Donc, c'est mondial, mais tout le monde a fait la même affaire, puis l'effet, il est effectivement mondial. Mais dans la game monétaire, là, ultimement, on pourrait passer 2 heures là-dessus. Dans la game, c'est pratiquement un jeu à somme nulle. Évidemment que le dollar américain s'en tire mieux, puis nous, on s'en tire encore pire. D'ailleurs, j'avais donné l'exemple du dollar qui corrèle même plus avec le pétrole, ce qu'il faisait avant. Donc, on a, je dirais, un moyen de protection de moins contre l'inflation. On se fait ramasser par une ressource qu'on est supposément un des plus grands détenteurs au monde. Donc, comprenez la mécanique derrière le fait que tu ne peux pas imprimer de l'argent et que ça n'a pas d'impact par la suite sur les prix. C'est directement lié, cette affaire-là. C'est directement lié. C'est pas du jour au lendemain. Ça s'est fait assez vite dans le cas des dernières années parce que, l'injection a tellement été disproportionnée. Je veux dire, quand tu regardes ce qui s'est passé sur le graphique, c'est similaire à la Deuxième Guerre mondiale. Là. Oui. Je veux dire, quand il y a une guerre mondiale, toute la production des États-Unis s'est tournée. Tu sais, les usines Ford ont été transformées pour faire des tanks. Là. Donc, c'est à peu près la même affaire qu'on a faite pour une fucking grippe
en Amérique du Nord et en Europe également. Donc, il faut réaliser un peu l'impact de ça. Je sais que personne ne va en parler, puis tu es revenu là-dessus, l'histoire du rapport, etc. Mais tout ça, c'est lié, là. Puis c'est pas un complot, là, sacrément, là. C'est pas un complot. L'idée que, justement, la Banque du Canada a imprimé de l'argent pour combler, pour, si tu veux, financer les déficits du gouvernement Trudeau, ça a un impact réel et je te dirais qu'il va perdurer dans l'économie canadienne, là. Si Poilievre arrive demain matin, les coupes qui devraient être faites pour, mettons, breacher la brèche, colmater la brèche rapidement, je suis pas sûr que la population canadienne est prête à ça. Donc, le fait d'y aller politiquement, acceptable politiquement, ça va faire en sorte que ça va durer probablement des décennies, là, cette situation-là. Là. C'est grave ce qui se passe, Jeff. Là. Le lunch à 50$ pour une personne chez Saint-Hubert, c'est un exemple typique de ce qui se passe. Fait qu'imaginez tout le reste. Imaginez, regarde, le prix des voitures a augmenté, le prix des outils, tous les prix ont augmenté et c'est directement lié. Je m'en contre-calisse que M. Gignac, le sénateur, puis tous les astis d'experts en économie vous disent que c'est pas ça. C'est ça. C'est ça qui est arrivé, puis c'est clair. Chris, quel exemple de plus vous voulez? Puis là, on continue ça, là. Plus on essaie de patcher ce qu'on a créé avec des augmentations de salaire, surtout des employés du secteur public. Là, on est rendu même les gardiennes qui veulent avoir une augmentation de 30%. Ils veulent avoir, je pense, 32,50 $ en disant qu'ils sont moins bien payés que quelqu'un qui travaille chez Costco puis qui mérite mieux. Mais là, ça a commencé par les députés, donc les élus. Ensuite, on y a été avec les profs, on y a été avec les infirmières. Là, on y va avec les gardiennes. Mais là, ça, c'est tout pour compenser pour justement le prix que la vie coûte. Et donc, le prix du logement, le prix de l'énergie, le prix de consommer à l'épicerie, si on a le moyen encore d'aller au restaurant, d'aller se payer une simple assiette une cuisse de poulet avec un frite qu'on a de la misère à se payer maintenant. Est-ce que les gens comprennent que plus on va essayer de compenser parce que ce qu'on fait là depuis à peu près 1 an et demi pour se rattraper, bien, on est toujours en train de la nourrir, l'inflation. Toujours. Et je pense qu'on dirait que les gens ne font pas le lien. Non, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils font pas le lien. Non, c'est d'ailleurs, regarde, un exemple parfait, Jeff, où je me suis pogné, puis je veux rectifier parce que j'aime ce que la plupart de ce que Olivier Primo fait, là. J'aime, il brasse la business, il fait de la promotion. Je suis d'accord avec la plupart de ce qu'il dit, mais regarde, je veux dire, encore une fois, quand c'est des affaires où t'as des amis, ou parce que je comprends que c'est du monde qui connaît, là, il expliquait, je suis en Floride pour ouvrir pour la promotion de tel de ses patentes. Go Olivier, I'm behind you sur ce genre d'affaires-là. Mais au travers de ça, il dit, et pour l'ouverture du bureau du Québec à Miami. Hostie, Jeff, on a une genre d'ambassade du Québec à Miami qui va soi-disant aider les entreprises à faire des affaires à Miami. C'est comme si on avait besoin de ça. Puis là, il répond, parce que j'ai comme envoyé un petit tweet là-dessus. Non, Jonathan, t'es négatif. Oui, c'est ça, exact. Non, Olivier, là, regarde, je suis pas négatif. Là. Au contraire, je suis relativement positif dans la vie et je suis de très bonne compagnie. Je suis pas quelqu'un qui chiale contre tout, au contraire. Par contre, quand tu viens parler de ça, puis il est là mon problème, c'est que dans la situation dans laquelle on est quand même dans une situation où le Québec fait des déficits historiques. On a une loi sur le déficit zéro qui est constamment repoussée. On n'a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Et là, tu as des astis de niaiseries de même, de soi-disant ambassade économique qui va juste détruire du capital, encore une fois, parce que la finalité, c'est la même affaire. Là. Le cimetière des gouvernements est rempli de gens qui étaient supposément assez compétents pour changer les choses. On va nommer les bonnes personnes, puis ça va être correct. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que le public, ça fonctionne pas. Le public, ça fonctionne pas parce que les incitatifs ne sont pas présents pour que les gens donnent des résultats. C'est pour ça que les plus grands producteurs de richesse au monde, c'est les sociétés privées, Jeff. Parce que le fucking public, ça détruit du capital parce que les gens ne sont pas redevables puis ils n'ont pas les incitatifs pour réussir. Peu importe si c'est votre chum, votre blonde, votre oncle qui est là-dedans, je m'en contre-crisse. Ça n'a pas les incitatifs et les facteurs pour réussir. Quand est-ce qu'on va le réaliser, ça? Puis on peut être d'accord que oui, il peut y avoir du public sur des choses de base comme les routes, tout ça. Moi, personnellement, j'en aurais le moins possible. Mais dans la réalité, quand tu arrives dans le développement économique, ces affaires plutôt liées au marché, l'État n'a rien à voir là-dedans. Ils ne font plus souvent qu'autrement détruire du capital. Hey, plus de Joe Hamel. Le double, en fait. On a un autre petit 30 minutes sympathique avec Joe. On parle de toutes sortes d'affaires.
On est même allé dans le dating. Donc, si vous voulez plus de jours, allez sur la version Prime de Radio Pirate. Dans un instant, Yann et Frank. Worldwide. Radiopirate.com. Next. 100% Pirate Radio. Pirate. Radiopirate.com. OK, hey, on a jasé avec Yann et Frank dans la version Prime. On prend les dernières minutes de ça. T'sais, on prend le dernier bout, on a jasé de Trump, on a jasé de paquet d'affaires avec Yann et Frank. Vous pouvez écouter sur Patreon ou encore gratuitement également sur toutes les plateformes de podcast que vous aimez. Let's go, guys! Toute l'histoire de broyage des chroniqueurs, non merci, non, il n'y a pas question. Là, il y a sondage après ça sur le 51e État. Est-ce que ces gens-là, vous êtes beaucoup dans la sauce économique avec Vincent puis d'autres également, est-ce que les gens qui sont le plus anti-américains et qui... Parce que moi demain matin, je vais juste expliquer mon point. Moi, j'ai un côté très, très américain, je ne m'en cache pas, mais je veux dire... au bout de la ligne, il y a une seule affaire que je pose comme question. Si tu veux faire un pays, est-ce que tu es capable de garantir que pour les gens qui me suivent, mes enfants, mes petits-enfants qui vont arriver, est-ce qu'ils vont vivre dans une place qui est meilleure que celle dans laquelle je suis en ce moment? Si tu peux me vendre ça, puis tu peux me le prouver, j'embarque dans ton projet. OK? Si tu me dis que pour une raison d'orgueil ou une raison de je sais pas trop quoi, tu as mieux être dans la misère pendant 250 ans parce que, Chris, tu as un côté borné, ben moi, j'embarque pas dans ton histoire. Mais, regarde, c'est le bebel, eux autres. Mais est-ce qu'ils sont au courant que les gens qu'on voit, là, qui ont peur, mettons, puis on sait qu'il y a une stratégie, puis c'est du bluff, etc., là, mais le fond fait sortir des affaires pareilles. Est-ce qu'ils sont au courant que si un jour le Canada est obligé de se mettre à genoux puis de se demander aux États-Unis de les prendre sous son aile, que ça va être été fait par nous-mêmes, de par ce qu'on voulait, un esti de pays socialiste, qui imprime de l'argent, où ce que tout le monde travaille pour le gouvernement, où ça travaille le moins possible, puis qu'on subventionne des compagnies avec des astis de projets douteux, puis etc., puis qu'on bâtit des dettes à pu finir, où on est rendu à rembourser, je pense que c'est 70 ou 75 milliards par année, juste l'intérêt de la dette. Est-ce qu'ils sont au courant que si un jour on arrive à ça, c'est par les idées qu'ils défendent, ces gens-là? Écoute, cette discussion-là sur le 51e État, c'est tellement drôle parce que tout le monde sait que c'est un bluff, tout le monde sait que c'est une joke, tout le monde sait que c'est pas réel, ça n'arrivera pas, il n'y aura pas de demande canadienne de s'intégrer ou d'annexer avec les États-Unis. Tout le monde comprend ça. Ça n'empêche pas qu'on peut faire l'exercice mental pareil de dire hey, ça serait-tu avantageux? Oui, non, peut-être. OK? C'est sûr qu'au niveau culturel, sociétal, on s'entend, on est assez différents des Américains. Je suis pas sûr que ça ferait un bon mix, tout ça. On aime se tracer un trait avec eux autres, surtout les Québécois, mais les Canadiens aussi sont comme ça. Mais au niveau économique, quand tu arrives, tu vois un PIB par habitant aux États-Unis à 80 quelques mille, puis à 55 000 ou 54 000, non, même 53 000 au Canada en dollars US. Tu te dis, économiquement, peut-être qu'on aurait avantage, peut-être qu'il y aurait plus de liberté économique si on faisait cette annexation-là. Si éventuellement, au niveau militaire, géopolitique, le Canada gagnerait en influence, ben oui, définitivement, on serait plus influent à l'intérieur des États-Unis. Fait qu'on peut avoir un débat là-dessus, mais ce qui est fascinant dans tout ça, c'est qu'on ne devrait pas avoir cette discussion, puis cette discussion-là, puis la raison, c'est la suivante. En 2012, quand tu regardes le PIB réel par habitant au Canada, on était en avance sur les États-Unis. On avait rattrapé les États-Unis de 2000 à 2012. On les avait même dépassés. Pense-y, là. On était au même point que les Américains en termes de PIB par habitant. Sacrifice, c'était tout qu'un accomplissement pour les Canadiens. Mais ça, oui. En 2015, on élit Justin Trudeau. On avance dans le temps. On s'endette comme des débiles. On fait des déficits comme c'est pas possible. On a des nouvelles dans les médias qui nous disent qu'on est au 6e trimestre consécutif. Ça veut dire 18 mois, là, 1 an et demi. 6e trimestre consécutif de baisse du PIB réel par habitant. Fait qu'officiellement, on n'est pas en récession parce que le PIB n'a pas baissé 2 trimestres consécutifs. Mais le PIB réel par habitant, donc on enlève le fait qu'il y a des migrations qui rentrent à tour de bras, puis on enlève l'inflation de l'équation, là. On se rend compte que cette mesure-là, elle baisse depuis 18 mois. Ça, le PIB réel par habitant, c'est votre niveau de vie. Votre niveau de vie a baissé dans les 18 derniers mois et a stagné depuis 2015. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a presque 30 000 $ d'écart entre le niveau de vie d'un Américain et celui d'un Canadien, alors qu'on les avait dépassés en 2012.
Jeff! Est-ce que ça inclut quand on parle de PIB, est-ce que ça inclut la fiscalité? La fiscalité là-dedans est dealée comment? Ben écoute, le PIB, c'est tout ce qui est produit au Canada. C'est tout ce qui sort des usines, ainsi de suite. Puis les services, tout ça. Fait que la fiscalité, veut pas, elle nuit tout le temps dans cette histoire-là. La façon qu'elle a de nuire aussi, on le voit un peu dans un article de CTV qu'on avait il y a quelques jours, qui nous disait justement qu'on était au 6e trimestre consécutif de baisse du PIB par habitant, en termes réels. On disait aussi que l'épargne des Canadiens avait augmenté. Là, tu te dis, hey, c'est pas une bonne nouvelle, ça, Yann? L'épargne des Canadiens augmente, les gens économisent plus. Ouais, mais quand tu regardes un peu en sciences économiques, tu vas avoir l'effet ricardien qu'on appelle. Là. Cet effet-là, c'est quand que les gens dans la société voient que le gouvernement s'endette beaucoup. Ce qui anticipe, c'est des hausses d'impôts futurs. Fait que pour prévenir ça, le réflexe numéro 1 des gens, c'est de mettre plus d'argent de côté en pensant que ces impôts-là vont augmenter. Et ils se mettent à consommer moins, ce qui fait un ralentissement économique. Hey, regarde donc, c'est exactement ça qui se passe. Exact. Exactement. Fait que tant aussi longtemps que le gouvernement ne fera pas de ménage dans ces shit, on va être dans une situation que les Canadiens vont continuer à épargner plus, puis vont consommer moins, puis l'économie va continuer de ralentir, puis on va continuer à s'appauvrir. Jordan Peterson dit dans un podcast que j'ai vu, je n'ai pas vérifié si les chiffres sont vrais, mais j'imagine que c'est pas un câble, là. Il dit que même l'État la province la plus riche au Canada est quasiment aussi elle est plus pauvre que la plus pauvre aux États. Si c'est vrai, ça m'a shaké. Là, c'est pas loin d'être vrai, oui. Si ça ne l'est pas, ou que ça l'a déjà été. Là. Mais moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est Trump, là, il s'amuse. Là. Il n'est même pas encore en poste. Et lui, là, en ce moment, ce qu'il fait, c'est qu'il mesure. Il est en train d'évaluer à qui il a affaire un peu partout. T'sais, on l'a vu là, à son passage à l'inauguration de la nouvelle version de Notre-Dame. Là. Il écrase la main à Macron. Avez-vous vu? Il s'en va vers Brigitte. Il dit « Oh, you're so beautiful ». Puis il donne un bec sur le front. Tu te dis, mais beaucoup de bullshit. Il y a beaucoup de... Tu sais, le gars s'amuse parce que pourquoi je dis qu'il s'amuse? D'un, il ne sera pas réélu. Il ne peut pas être réélu. C'est son dernier mandat. Fait que ça, c'est pour un président, ça te déconfine. Dans le sens où tu te dis, je m'en crisse un peu, je vais faire ce que moi, je pense qui est bon. Mais ça ne laisse pas grand temps pour faire ses affaires, par exemple. Exact, ça ne laisse pas grand temps. Donc là, lui, il a décidé, contrairement à 2016, de vraiment mettre la table avant d'être en poste. Puis carrément, on voit que Biden, c'est un lame duck total là, en ce moment. Là. Plus personne ne s'intéresse à lui. Il n'est même pas invité dans les inaugurations, dans rien. Tout le monde prend maintenant pour acquis que le président des États-Unis, c'est Trump, alors qu'il n'a même pas encore été assermenté. Il n'est même pas encore en poste. Donc, lui, il s'amuse. Puis, tu sais, quand il y a eu l'élection aux États-Unis, parce que de où origine l'histoire de Trump avec le Canada? C'est que quand il y a eu l'élection, les démocrates étaient tellement en crise qu'ils ont dit on devrait changer la carte, puis ça circulait sur des influenceurs démocrates, la carte du Canada dans lequel tu incluais la Californie, le New Nevada, York. New York. L'Indiana. Puis là, tu voyais pas comme l'Indiana, les États-Unis. l'Illinois. C'est ça, puis l'État de Washington, puis tout ça. Exact. Donc là, tu voyais la carte des États-Unis où les États-Unis devenaient uniquement la zone concentrée républicaine, donc c'est-à-dire de la Floride, finalement, jusqu'à l'Arizona. Et l'histoire d'annexer le Canada, entre guillemets, c'est une blague qui est une réponse à cette carte-là. Donc là, ils ont commencé à niaiser avec ça, mettre la carte des États-Unis qui incluait toute l'Amérique du Nord au complet. Puis après ça, il y a eu des memes, puis il y a eu tout ça. Mais si vous écoutez le petit documentaire qu'ils ont publié sur X, entre autres, il s'appelle The Art of the Surge. C'est en genre 5 épisodes, un truc comme ça. Puis tu vois Trump pendant sa préparation, puis tu le vois comment il fonctionne. Il y a une équipe de 5-6 gars là, de 25-30 ans à peu près là, qui sont avec lui, puis eux s'amusent. Eux font des memes, eux écrivent les trucs sur Truth, tout ça, puis ils sont dans l'avion, puis ils montrent ça à Donald, puis ils disent « Hey, qu'est-ce que t'en penses? » Puis lui, il part à rire, puis il fait « OK, do it, let's go, do it. » Let's do it. Lui, il s'amuse avec ça. Ben oui. À chaque fois qu'il en fait un, il voit Trudeau en breakdown. Il voit la couverture médiatique canadienne, tout le monde qui réagit. La team, ce que moi, hier, on a appelé la team premier degré. La team premier degré, là, ça, c'est Emmanuel Latraverse qui fact-check la montagne d'une photo AI. Ah, ça, c'est ça. Chris, mais excuse-moi, imagine que t'es Trump. T'as-tu envie d'arrêter ou de continuer? Non, t'as envie de continuer. Fait que là, tu sais, Chris, on est rendu à Jean-Marc Léger qui fait un sondage pan-canadien pour savoir si les Canadiens veulent se faire annexer aux États-Unis.
tout ça à partir d'un meme qui reste sur Twitter. Ça vous donne ça une idée à quel point ce monde-là sont... Mais imagine-toi comment les... Jeff. Comment? Vas-y donc. J'ai des chiffres. Canada, le PIB par habitant est à 54 000 environ, en dollars US. Le seul État qui est en bas de ça aux États-Unis, c'est le Mississippi à 53 000. Ça, c'est le Canada là, en moyenne. Ça veut dire que l'Alberta est compris là-dedans. Là. Si tu enlèves l'Alberta, on est plus faible. Tout le monde comprend. Ouais, c'est ça. Fait que le seul État qui est pire que le Canada, c'est le Mississippi. Le deuxième pire, c'est le 50e État, c'est l'Arkansas, à 60 000. OK. On est en bas de l'Arkansas. Oui. Mais c'est le PIB, là, des fonctionnaires. Est-ce que des fonctionnaires, c'est bon, ça, pour le PIB? Pas tant, non. Ben, non, voilà. ça produit pas grand-chose. West Virginia. Au Canada, tout ce qu'on a... Les nouvelles jobs au Canada depuis pas mal de temps, là, c'est des jobs au gouvernement. Là. Fait que, écoute, tu regardes les États qui sont meilleurs que nous autres, là, puis proches de nous autres, mais meilleurs. Arkansas, Virginie de l'Ouest occidentale, l'Alabama, South Carolina, Idaho, Kentucky, Oklahoma, Montana, Maine, New Mexico, Michigan, Vermont, Louisiane. Hey, le gars, il avait pas peur de la louisianisation du Québec. Peux-tu le faire? On peut-tu le faire? Je veux dire, c'est 61 000 par habitant, la Louisiane. On va s'enrichir. C'est une bonne nouvelle. Mais il y a quand même... Mais Legault a une bonne semaine, parce qu'il a quand même parlé de beaucoup de choses avec Trump pour les affaires de tarifs. Puis il a parlé aussi avec Musk pour les battantes de batterie. Pensez-vous que ça va aboutir à quelque chose? Oh, oui. Ben, il a été bien coaché pour la poignée de main. Je vais lui donner... Chris, une photo d'une seconde, là, ça a l'air d'une discussion de 20 minutes. Là. Ouais. Mais il a été bien coaché pour la poignée de main. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit là, il va essayer de dominer avec sa poignée de main, comme il domine Emmanuel Macron. Bang, bang, bang. Il a été bien coaché. Tu as vu que Legault était prêt à la poignée de main. Bon, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il était prêt pour la poignée de main. Ben oui. Je veux dire, même quand tu vas... Même quand tu es avec quelqu'un que tu es en date, ou ta blonde, ou ta femme, ou peu importe, tu fais du small talk un peu pareil. Des fois, tu te dis, ouais, faudrait que je parle d'un sujet, faudrait que je parle de quelque chose avec ma blonde. Là, ben, tu y mets à table pendant 1 heure de temps avant de dire finalement ce que tu as envie de dire. Fait que fais-moi croire que tu rencontres le président des États-Unis pour la première fois de ta vie. Puis la première affaire que tu fais, c'est hello, là, Donald, là. I think the tariff will hurt us so bad, là. Yes, I deal with COVID and now I have to deal with you, là. I have to deal with you, là, mon tabarnak, là. Exact. Toi, Donald, do you like more the squick or the encrotte, là? Mais je veux juste lui donner on va lui donner une petite claque dans le dos, là. Sa patente sur l'islam, je l'ai trouvé correct. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Non, mais il va déraper avec ça. Il va déraper avec ça. C'est le sujet sur lequel il est bon. Exact, c'est ça. Dans le sens que, tu sais, puis ça, c'est pas bon pour le PQ, parce que le PQ est aussi... En fait, les deux partis, c'est l'envers et l'endos de la même médaille. Les deux sont économiquement catastrophiques. Les politiques sociales, la réforme de l'État... En fait, c'est le même parti. Tu as des souverainistes qui disent la CAQ, c'est le PQ moins sa seule bonne idée. Fait que, c'est un peu ça, là. Fait que c'est clair que s'ils veulent pas se faire damer le pion par PSPP à la prochaine élection, à mon avis, il est trop tard, mais la seule et unique manière, c'est de jouer à qui va pisser le plus loin sur les trucs identitaires. Ils n'ont pas le choix. C'est la seule. Premièrement, ça ne coûte rien. Deuxièmement, ben, ça plaît à bien du monde. Puis troisièmement, ben, je veux dire, PSPP, lui, il est pogné avec une gang de gauchistes aussi dans son parti. Fait que s'il va trop loin là-dedans, il y en a qui peuvent traverser avec Baboune Boisy puis Baboune Boisy. L'autre gang. Fait que, tu sais, honnêtement, être à sa place, je pense que je ferais ça aussi parce que c'est tout ce qui leur reste. Toute la filière batterie, ça tombe en ruine. La réforme de la santé, ça s'en va nulle part. Non, c'est la seule affaire sur laquelle ils peuvent gagner quelques points, c'est là. Oui, mais il va se faire pogner pareil. Il va se faire pogner pareil. Mais d'ailleurs, je vais te dire pourquoi il va se faire pogner, parce que si tu vas enlever toute manifestation religieuse dans les espaces publics, qu'est-ce que tu vas faire quand c'est le temps de faire la procession dans le temps de Pâques? Il y a une procession à Montréal pour le Jésus qui passe dans la rue. Donc, il faut que tu arrêtes la procession. Autrement dit, il faut que tu arrêtes. Là, c'est pour toutes les religions. C'est pas juste pour les musulmans, c'est pour toutes les religions. Et c'est là qu'il va se casser la gueule. Ben, c'est parce que normalement, si on était dans un endroit un peu plus civilisé, on aurait juste à faire
Il aurait juste à mettre ça clair, net et précis, que tu peux pas bloquer le chemin pour aucune raison, en fait. Voilà, exactement. Et je veux dire, c'est même pas une question de religion, Christ. Il y a du monde dans la rue qui bloque la rue. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a des lieux de culte. Les lieux de culte qui servent à ça. Ouais, et puis, s'ils veulent faire une parade, qu'ils en fassent, ils ont juste à aller, ils donnent le chemin à la police, ils disent combien de temps, à quelle heure qu'elle part, à quelle heure c'est fini, puis c'est tout. Sauf qu'ils veulent pas, ils voudront pas aller sur ces trucs-là, parce que ça impliquerait aussi que tu peux plus bloquer la rue pour faire des manifs sur le climat, bloquer la rue pour faire des patentes avec des drapeaux palestiniens. Oui, parce que toutes les patentes syndicales, les patentes de climat, c'est pas mal religieux aussi, cela, là. C'est ça aussi, mais ça, c'est pas un truc sur lequel la laïcité, ça a l'air de s'appliquer. Moi, ça fait longtemps que je le dis. Moi, j'ai rien contre ça, la laïcité, puis dire qu'il faut pas qu'il y ait de religion à l'école. Mais les histoires d'enfants qui rentrent dans la classe, puis il y a le drapeau arc-en-ciel, puis le drapeau de la Palestine, puis aujourd'hui, on va parler des 360 nuances de genre. Moi, aussi, je pense que c'est de la religion. Là. On est dans la religion full. Le socialisme est une forme de religion. Le genre de social-démocratie est devenu une forme de religion. Le gouvernement est devenu une forme de religion. Thank you, les boys. Ben le fun. On vous écoute sur votre version gratis, mais également pour les gens qui sont abonnés à la version Patreon, nos chums Yann et Frank. Thank you, guys. Yep. Mr. White, la musique n'a pas commencé, mais tu vas t'arranger pour qu'elle commence. Ah, voilà, elle a commencé, c'est fait. Thank you.